Bonjour à toutes et tous, salut Harold, salut Volca, salut Yanamat, salut Bandini, salut Gentleman, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis très content de vous retrouver. Un premier mot pour vous souhaiter une belle et heureuse année au nom de toute l'équipe du Talk et puis plus généralement de France Info et de Radio France certainement. Qu'elle vous soit pétillante, amusante, qu'elle vous soit passionnée, passionnante, qu'elle vous soit sereine aussi. Il en faut de la sérénité, avec certainement aussi beaucoup de rire et beaucoup d'aimables projets. Ceci étant dit et ceci fait, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actu, 2h de 17h à 19h tous les jeudis pour explorer les recoins de l'actu diplomatique, économique, scientifique, de la tech, du web et des idées aussi certainement. 2 heures où vous posez, comme tous les jeudis, vos questions en direct dans le chat, des questions que je passe aux invités. La seule règle, c'est la courtoisie, la bienveillance. Je sais pouvoir vous faire confiance, mais cependant, le grand maître des bienséances pour ça, c'est Jérém Alamodé. Jérém dans le chat qui est avec vous, avec son sourire et son fouet, pour garantir un espace de discussion sympa, un espace tonique et puis un espace safe aussi. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, l'embarras et la tétanie des chancelleries partout dans le monde après l'enterrement. Après l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président vénézuélien, par l'armée américaine, l'embarras et la tétanie des chancelleries, mais peut-être, on va le voir aussi, un soulagement matiné de méfiance de la population vénézuélienne. Ce sera jusqu'à 18h à laquelle on suivra le fil des régimes qui tanguent pour aller jusqu'au Téhéran, la capitale iranienne, d'où est parti fin décembre un mouvement de contestation qui a gagné des dizaines d'autres villes. On y réclame le départ de l'ayatollah Khamenei. Le régime résiste et réprime. Il tangue, mais tombera-t-il? Réponse peut-être avant 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h10, passé de 33 secondes à Caracas, la capitale du Venezuela, où 5 jours après l'arrestation du président Maduro, c'est toujours l'incertitude qui règne comme partout dans le pays. Sa vice-présidente Delcy Rodriguez lui succède, mais toujours sous la pression des États-Unis. Et si la vie reprend peu à peu son cours, la situation reste instable, avec dans l'air autant d'espoir que d'inquiétude. Bonjour Carlos Castillo. Bonjour. Salut Carlos, tu es journaliste, tu es vénézuélien, tu es exilé en France, tu es en France depuis 8 ans, tu me disais. Oui. Tu vas nous raconter un peu tout ça. Et en direct depuis Marseille, je crois. Oui, Thomas Posado, salut Thomas. salut. Salut, t'es maître de conférence en civilisation latino-américaine contemporaine à l'université de Rouen. Tu es chercheur à l'ERIAC. L'ERIAC, c'est l'équipe de recherche interdisciplinaire sur les aires culturelles. C'est la première fois qu'on tente une liaison en visio, alors c'est un peu troublant pour moi, mais je sais pas Thomas si je dois te regarder là ou là. Je vais te regarder de... Je sais pas toi comment tu nous vois et si tu nous entends bien. Tu nous entends bien? Je vous vois bien, je vous entends bien Bon, bah, et je suis content d'inaugurer du coup cette nouvel aspect dans le talk. Eh ben, nouvelle année, nouvelle visio, nouveau tout. Bienvenue, chers amis. Je vais commencer peut-être avec toi, Carlos. Tu as eu des nouvelles de tes proches. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu peux peut-être un peu nous raconter ton histoire. Pourquoi tu es venu en France? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité, Ludovic. Bonjour à toi aussi, Thomas, depuis Marseille. J'espère qu'il fait un peu Bonjour, mieux Carlos. là-bas, parce qu'ici à Paris, en ce moment, c'est la pluie constante. Alors, comment je vais? Je vais très bien. Je suis un peu sous le choc, parce que je pense que c'est normal. Le samedi matin, on se réveillait avec ces images saisissantes des Maduro en train d'être extradé aux États-Unis. C'est une image que l'on attendait depuis des années et des années. C'est pour moi une sorte de grand soulagement. Et en même temps, c'est ce dont je parlais. L'exil, si aujourd'hui je me trouve ici en France, c'est parce que au Venezuela, j'ai travaillé comme toi, Ludovic, en tant que journaliste, moi aussi. Et en 2013, alors que je me trouvais à couvrir tout ce qui était les élections, la fraude électorale, j'ai été encerclé et frappé, et mon matériel de travail a été volé par des collectifs qui m'ont menacé, qui m'ont dit il faut que tu arrêtes, sinon tu vas avoir les conséquences. J'ai entendu le message, j'ai dû arrêter mon travail en tant que journaliste. Et ensuite, le chemin qui s'est suivi, c'est l'exil. L'exil, j'arrive à Paris, et là où je suis depuis 2018. Donc, je me sens bien, je me sens soulagé, mais il y a la blessure, que l'exil est une blessure, et il refait forcément surface. Quant à mes proches, ils vont bien, mais il faut savoir qu'au Venezuela, en ce moment, c'est l'extrême prudence
qui règne. Avec ma famille, avec mes amis, on parle pas de ce qui se passe là-bas. Très superficiellement. C'est une sorte de contention qu'il y a. Les gens sont prudents parce que il y a des fouilles téléphoniques qui se font quand les gens vont au supermarché pour faire les courses. Lorsque les personnes se rendent pour aller chez le médecin, pour aller faire ses courses ou ses sorties les plus élémentaires, et il y a des fouilles téléphoniques, donc une extrême prudence. Mais ils vont bien. Thomas, ce que raconte Carlos, ce sont des choses que tu as entendues par ailleurs ces derniers jours? Oui, 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 c'est un peu le drame de l'aspiration des opposants vénézuéliens qui, voyaient dans la chute de Maduro un soulagement en pensant que c'était la fin d'une décennie de crise, de répression et on voit que, bah, c'est pas du tout la priorité de Donald Trump et que ce qui se fait, c'est une continuité du régime avec une pression états-unienne encore plus forte pour le partage de la rente pétrolière en faveur des États-Unis. Enfin, si on prend la conférence de presse qu'a prononcé Donald Trump samedi soir, il a prononcé 7 fois le mot pétrole, 0 fois le mot démocratie. Ça donne un peu une idée de l'ordre des priorités enfin, des aspirations qui risquent d'être assez rapidement frustrées des opposants vénézuéliens pour l'instant. Carlos, c'est d'accord avec ce que vient de dire Thomas? Euh, i- i- je disais quelque chose, c'est que bah, je voulais illustrer avec un exemple euh, ce qui se passe au Venezuela. Lorsque vous êtes en train de vous noyer, vous ne regardez pas la couleur de celui qui vous tend la main pour vous aider. Euh, Aujourd'hui, au Venezuela, c'est la fin d'une activité. Euh, je parlais sur ma tribune parue aux Libérations, c'est une lourde espoir. On sait que la transition, ça va pas être facile. Une transition, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps. Et je pense que cette transition, euh, elle est en route. euh, Au moins, aujourd'hui, on a l'espoir que demain, Venezuela pourra à nouveau être un pays démocratique. Déjà, Nicolas Maduro n'est plus au pouvoir. Certes, le pouvoir, disons, le système politique qui a été mis en place pendant 25 ans reste intact. La preuve en est, le système répressif, il y règne. Mais il y a un lourd espoir. Aujourd'hui, pour la première fois, les Vénézuéliens, les 8 millions de Vénézuéliens qui se sont exilés, commencent à regarder les prix des billets d'avion parce qu'ils souhaitent retourner dans leur pays pour participer de sa reconstruction. Dans le chat, Volca dit ça s'entend ce que dit Carlos. Ceci dit, le peuple vénézuélien aura plus de mal à se débarrasser des USA que de Maduro. C'est en tout cas ce que pense Volca. Bandini lui dit Trump ne fait pas ça pour libérer un peuple, il s'en fout du peuple vénézuélien, sauf s'il immigre dans son pays. Kyle, de son côté, salut Kyle par ailleurs, salut, bonne année. Mais Trump ne veut pas tendre la main aux Vénézuéliens, mais juste les couler comme le faisait Maduro. Euh, Là, actuellement, celle qui a été investie présidente par intérim, c'est Delcy Rodriguez. C'est une fidèle de Nicolas Maduro. C'est qui, Delcy Rodriguez, Thomas? Alors, c'est une fille d'une famille, heu, très engagée à gauche. Enfin, son père est un ancien guerriero qui a été tué par l'armée. Elle s'est engagée en 2002 au moment du coup d'État, avorté contre Hugo Chavez et elle a, rapidement gravi des échelons. Elle a été ministre très brièvement 6 mois sous Hugo Chavez et c'est surtout durant la présidence de Nicolas Maduro qu'elle a occupé, de nombreux postes de ministre des Affaires étrangères notamment, puis, vice-présidente depuis 2018. Donc ça fait longtemps, hein, qu'elle est vice-présidente et elle n'a jamais exprimé de divergence avec Nicolas Maduro. C'est pour ça que, enfin, pour l'instant, ce qui domine, c'est une continuité du régime. On verra s'il y a une transition ou pas. C'est une situation très, très instable et c'est difficile de savoir ce qui va se passer à long terme. Mais Delcy Rodriguez, c'est celle qui, ces dernières années, s'occupait de maintenir des liens avec les entrepreneurs, parce qu'il y a eu, depuis 2020, une légère reprise économique, pas du tout de l'ampleur de l'effondrement entre 2014 et 2020, où il y a eu 74% de chute du PIB. Une légère reprise qui s'est fait au prix d'une libéralisation, donc d'un accroissement des inégalités et d'un léger assouplissement des sanctions états-uniennes. Delcy Rodriguez était chargé de créer un lien avec les entrepreneurs. Il n'y a rien dans sa trajectoire qui permet de déceler des divergences avec Nicolas Maduro. Rien qui, du coup, l'engagerait à négocier avec les États-Unis.
mais la pression états-unienne est telle qu'on se demande quelle marge de manœuvre dont elle dispose, sachant que Donald Trump continue à la menacer, même s'il ne la menaçait pas à partir du moment où ton prédécesseur vient d'être capturé et incarcéré, ça met dans une position inconfortable. Et en plus, Donald Trump explicitement dit que si elle n'obéit pas à ses ordres, il lui fera pire que ce qu'il a fait à Nicolas Maduro. Donc on est dans une situation d'incertitude évidemment, mais ce qui laisse présager ce serait une continuité du régime avec un fort poids des États-Unis. Je coïncide dans les propos sur les éléments biographiques de Delcy Rodriguez. C'est quelqu'un qui a été effectivement est très aligné avec Nicolas Maduro. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, et je pense, pour la première fois, on commence déjà à voir les fissures au sein du pouvoir. Il faut savoir que le chavisme, le madourisme, ce n'est pas quelque chose qui serait hétérogène, qui serait homogène. Non, il y a différentes factions au sein du gouvernement. Il y a d'un côté Delcy Rodriguez qui s'investit en tant que femme d'État et de l'autre côté, il y a Padrino Lopez qui la soutiendrait. Et de l'autre côté, et d'un autre côté, il y a aussi Diosdado Cabello, plutôt, qui est celui qui commande les groupes paramilitaires au Venezuela, avec qui on entend qu'il y a déjà des fissures parce qu'il ne serait pas d'accord avec la possibilité, avec le fait que Delcy Rodriguez soit aujourd'hui aux manettes de pouvoir et qu'il soit en train de négocier avec les États-Unis. Donc, on commence déjà à voir les fissures et on commence un petit peu à penser à la possibilité d'une implosion au sein du régime. Volca dans le chat dit on n'a pas non plus l'impression que le chavisme est rejeté par toute la population du Venezuela. Ça existe encore le chavisme est encore vraiment très présent, demande Volca, l'un ou l'autre. Alors, enfin, on va s'appuyer sur les. Carlos, tu voulais y aller? Vous avez le droit de vous couper la parole et tout. Hein. Ok, on va s'appuyer sur les derniers résultats dont on dispose des élections présidentielles de 2024. L'opposition vénézuélienne a consigné les procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote. Elle est arrivée à consigner 80% des bureaux de vote, donc c'est pas suffisant total, mais ça nous donne quand même une bonne idée des rapports de force. On arrivait à 67% pour le candidat de l'opposition Edmundo González, 30% pour Nicolas Maduro. Donc, c'est pas, c'est minoritaire, hein, c'est très nettement minoritaire. Nicolas Maduro s'est maintenu au pouvoir par une fraude électorale et par son soutien des institutions judiciaires et électorales en sa faveur, et militaires évidemment. Mais ce n'est pas une base négligeable non plus. Hein. 30%, c'est un noyau dur. Et Carlos parlait de ces colectivos, de ces groupes armés, des milices bolivariennes aussi. Tu peux peut-être expliquer ce que sont les collectivos armés, Comment? Tu peux peut-être expliquer ce que sont les collectivos dont on parle beaucoup actuellement, donc qui répriment un peu, enfin qui répriment pas un peu, qui répriment. Qui sont des groupes qui sont pas seulement là pour la répression. Ils ont une histoire assez ancienne au Venezuela. À l'origine, c'était des espèces de vestiges d'une guérilla des années 60-70 qui pouvaient auto-organiser les quartiers face à des risques de violence policière. Avec l'arrivée du chavisme au pouvoir, ils sont devenus des troupes de choc un peu paramilitaires qui, effectivement, peuvent aller faire le coup de poing dans des manifestations pour réprimer sans avoir même les contraintes qu'ont des forces de l'ordre classiques, même si les forces de l'ordre au Venezuela n'ont pas tant de contraintes que ça. Mais l'histoire de Carlos, c'est cela, des troupes de choc qui vont s'assurer du contrôle de la population en faisant usage de la force et qui fait que le Venezuela est un pays avec une fragmentation du contrôle territorial, des bandes armées avec lesquelles l'État négocie, se coordonne, mais qui n'ont pas un commandement centralisé et qui rend le pays potentiellement instable si implosion du régime il y a. Oui, merci beaucoup pour cette question parce que c'est quelque chose qui est un peu, parfois un peu fantasmé en Amérique latine et aussi en Europe sur la base sociale qui soutiendrait le chavisme et Nicolas Maduro. Je vous rappelle que les 2 dernières élections présidentielles ont été truquées, ont été volées et que la communauté internationale n'a pas reconnu Maduro comme le président légitime au Venezuela.
Et il reste cette base, entre guillemets, cette base sociale qui reste aujourd'hui. Bon, alors, ce sont les personnes ce sont des consciences qui sont achetées pour la plupart euh, avec la faim comme une arme politique. Euh, on vous distribue au Venezuela, il faut savoir que le salaire, c'est moins d'1 euro par mois. C'est très dramatique. Les gens aujourd'hui, ici en Europe, ils ne comprennent pas. Mais 1 euro, en salaire, oui, c'est le salaire. Et comme les gens y vivent, alors il y a une chose que je trouve qui est extrêmement perverse, c'est la distribution des colis alimentaires à condition que vous vous alignez. C'est la distribution des aides. Imaginez-vous ici en France, vous êtes au RSA parce que vous ne trouvez pas de travail. Et cette aide est conditionnée à que vous vous aligniez avec le pouvoir en place. C'est exactement ce qui se passe au Venezuela. Vous n'êtes pas aligné, vous ne recevez pas votre colis alimentaire. Vous n'êtes pas aligné avec le pouvoir en place, vous n'avez pas le droit à votre aide pour aller acheter de la nourriture. C'est très dramatique ce qu'on vit aujourd'hui au Venezuela. Et pour revenir à cette histoire des collectifs, ce sont des forces effectivement paramilitaires, comme je l'avais dit. En 2013, j'en ai subi les conséquences et la violence de ces collectifs. Imaginez-vous, vous sortez demain à couvrir une manifestation contre le pouvoir en France. Il y a des forces paramilitaires qui arrivent, vous frappez, vous menacez, vous volez votre appareil photo et qui vous disent il faut que tout arrête. Bah, bien sûr que c'est ça les collectifs au Venezuela. Et aujourd'hui, ils se promènent librement. Hein. On voit les photos circuler sur les réseaux sociaux avec des armes à faire des fouilles sur les téléphones des personnes. C'est un régime de terreur. Et c'est ça qu'on a vécu pendant des années et des années. Et c'est ça la raison pour laquelle aujourd'hui, je me trouve ici en France. Parce qu'il fallait que je protège ma vie et mon intégrité. Alors Bandini pose une question, mais je sais pas si peut-être qu'on pourrait refaire un stream spécifiquement là-dessus. Bah, je vous la pose cependant, mais je sais pas si vous êtes les bons invités pour répondre sur du droit américain. Est-ce que cet enlèvement est une action légale? Bah, ça dépend, on regarde quoi, si c'est du droit américain ou du droit international. Au regard du droit international, ça ne l'est pas vraiment. Au regard du droit américain, Même je du ne droit crois pas américain, non Donald plus. Trump aurait dû informer le Congrès et il ne l'a pas fait. Et enfin, c'est pas seulement cette action d'enlèvement de Nicolas Maduro, les bombardements de navires dans les Caraïbes et dans les Pacifiques qui ont commencé depuis le début du mois de septembre. C'est plus d'une centaine de morts et une trentaine de navires qui ont été coulés. Oui, oui. Donc au large du Venezuela, au large de la Colombie, au large du Mexique. Et Donald Trump n'a absolument pas utilisé ce qui est la procédure légale aux États-Unis, c'est-à-dire déclarer au Congrès une possibilité de déclaration de guerre. Et Donald Trump ne respecte pas cela. Alors, il ne respecte pas en disant qu'il combat le narcoterrorisme. Donc, avec l'argument de terrorisme, il se sent absous de toute contrainte légale. Enfin, c'est très pernicieux parce que, enfin, même le cartel des soleils dont Nicolas Maduro aurait été le leader et qui n'est pas une organisation structurelle, c'était une organisation terroriste étrangère avant la capture de Maduro. Le département de justice est déjà en train de revenir sur c'est pas vraiment une organisation, ce qu'on sait tous depuis des mois, hein, mais Donald Trump, sur ce sujet comme sur d'autres malheureusement, bafoue totalement le droit international, mais bafoue même le droit de son propre État. J'aimerais dire que, bon, tout d'abord, je ne suis pas expert juriste, hein, et encore moins expert de droit américain. Euh, J'essaye d'avoir un regard euh, de la réalité vénézuélienne et apporter le regard de ceux qui ressentent le peuple vénézuélien. Imaginez-vous, vous êtes dans une prison et que c'est le diable qui vient ouvrir la prison. Vous en sortez quand même, n'est-ce pas? Même si c'est le diable qui vient vous ouvrir la prison, vous échappez quand même. Aujourd'hui, c'est la fin d'une captivité. C'est le début de la fin d'une captivité. Donc, c'est ça qui voit aujourd'hui les Vénézuéliens. Est-ce que le Venezuela est un narco-État? Non, enfin, ça me semble une accusation assez excessive par rapport à la réalité de ce qu'on peut savoir. Enfin, le Venezuela ne produit pas de drogue, c'est un pays de transit secondaire de la cocaïne. Autour de 8% de la cocaïne produite dans la région andine. Les trois principaux producteurs de cocaïne, c'est la Colombie, le Pérou et la Bolivie.
passe par le Venezuela et transite par le Venezuela. C'est même quelque chose, une route qui se réduit parce que depuis quelques années, depuis 2020, c'est en Équateur que, le transit de la drogue explose, et d'ailleurs avec une explosion du nombre d'homicides. Donc le Venezuela est plutôt une route en décroissance. C'est pour ça que l'accusation de Donald Trump sur le narcotrafic est largement instrumentalisée politiquement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de trafic de drogue au Venezuela, évidemment qu'il y en a, hein. Enfin, c'est un pays frontalier du principal producteur de cocaïne qui est la Colombie. Mais disons que dire que c'est un narco-État, ça veut dire que c'est un pays construit autour de l'extraction de drogue et de la vente de drogue. Et c'est pas le cas. Le Venezuela, son principal produit d'exportation, c'est le pétrole. Plus marginalement, ces dernières années, s'est développé l'extraction d'or dans le sud du pays de manière assez sauvage, avec des réseaux criminels aussi, contamination de l'environnement, pas de respect des populations indigènes, mais c'est pas du trafic de drogue. Enfin, c'est pas pour dire du bien, hein, mais c'est pas le cas. Et cette accusation, elle est largement instrumentalisée politiquement par Donald Trump. Donald Trump a gracié un ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, qui avait été condamné à 45 ans de prison et pour avoir introduit 400 tonnes de cocaïne. Donc on voit que Donald Trump utilise l'étiquette du trafic de drogue pour agonir ses ennemis et potentiellement absoudre ses amis politiques, y compris lorsqu'il a des preuves flagrantes de leur implication dans le trafic de drogue. Carlos. Ce qui est vrai, c'est que le Venezuela était devenu un hub, une sorte des plateformes régionales et continentales pour distribuer et pour envoyer de la drogue. Ça, c'est une vérité, avec la participation des membres des les forces armées. Et ça, c'est une évidence, et ça, on le sait, au Venezuela, ça existe depuis des années. C'est quelque chose que ne peut pas nier. Le Venezuela a été et a servi comme une plateforme de distribution pour envoyer de la drogue et aux États-Unis et en Europe. Ça, c'est une vérité que ne peut pas cacher. Enfin, c'est la réalité qu'ils connaissent, qui savent tous les services de renseignement occidental. Ouais. On a très peu prononcé le mot de pétrole. Pourtant, le pétrole est au cœur du conflit entre le Venezuela et les États-Unis. Pourquoi il est au cœur du conflit? Ça date depuis longtemps, Thomas. Oui, l'histoire du Venezuela, c'est l'histoire de l'extraction de pétrole. Ça fait un siècle, hein, que le Venezuela exporte du pétrole. Le Venezuela a les premières réserves de pétrole au monde. Alors, c'est un pétrole qui est lourd, donc c'est un pétrole qui nécessite d'être raffiné. Traditionnellement, il était raffiné aux États-Unis, donc c'est ce lien, hein, extrêmement fort, un lien de subordination aussi, hein. Il y a une relation asymétrique entre le Venezuela et les États-Unis. Et depuis le début, depuis la présidence d'Hugo Chavez puis de Nicolas Maduro, il y a des tensions diplomatiques extrêmement fortes entre les deux pays. Les États-Unis ont participé à la tentative de coup d'État contre Hugo Chavez en avril 2002. Il y a eu 2 États dans le monde qui ont reconnu le coup d'État, les États-Unis et l'Espagne de Aznar à l'époque. Mais le lien commercial s'est maintenu jusqu'en 2018, et celui qui a poussé le Venezuela dans les bras de la Chine, c'est Donald Trump lui-même durant son premier mandat, en mettant en place des sanctions qui ont fait beaucoup de mal au pays, hein, enfin l'économie du pays. On estime que la moitié de la crise économique qu'il y a eu entre 2014 et 2020 vient des sanctions économiques. Le reste vient des politiques monétaires de Chavez, de Maduro, vient du caractère rentier de l'économie pétrolière, mais ces sanctions ont eu un impact assez lourd. Et depuis, on voit que Donald Trump, oui, veut récupérer une place dans le commerce du pétrole vénézuélien. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Joe Biden avait assoupli un petit peu les sanctions de Donald Trump. Et Donald Trump avait négocié le maintien de ces sanctions en janvier, au moment de son retour à la Maison-Blanche, en échange de l'acceptation des déportations forcées de Vénézuéliens qui vivaient aux États-Unis, qui devaient retourner de force au Venezuela.
Et cet accord a marché jusqu'en juillet. Il y a eu des suspensions, des renégociations, une licence privée, etc. Mais bref, il y a toujours une centaine de milliers de barils que Chevron exporte par jour aux États-Unis. Ce qui est absolument dingue, c'est de passer de cette négociation jusqu'au mois de juillet à fin août, on passe à cette phase d'escalade unilatérale de la part des États-Unis et avec visiblement des appétits de Donald Trump et de Marco Rubio d'installer les majors états-uniennes au Venezuela et qui devient un peu l'objectif principal de cette mission, hein. Enfin, je le disais à la première question où la question de la démocratie ne semble pas du tout une priorité pour Donald Trump. Par contre, la question du pétrole semble une priorité. Enfin, il l'a évoqué ça à cette reprise, je le disais dans sa conférence de presse. Et l'idée, c'est qu'il y ait de l'argent qui arrive pour les multinationales états-uniennes. Pour comprendre cela, il faut comprendre que ces dernières années, du fait d'un mauvais entretien des infrastructures pétrolières par Maduro et des sanctions états-uniennes prises par Donald Trump, on a eu une chute majeure de la production de barils de pétrole. C'était 2,3 millions de barils jusqu'en 2015. Ça a chuté à 0,3 en 2020 et c'est remonté à 1 million de barils. Selon l'orientation, selon si le pays se stabilise et qu'il y a des investissements ou si le pays implose, ce million de barils va remonter vers les horizons qui étaient ceux de 2015, mais ça prendra des années parce qu'il faut des investissements lourds, ou va redescendre vers ce qui était la production en 2020 si l'instabilité revient au Venezuela et si le blocus maritime qui était en train de mettre en place Donald Trump contre le pétrole vénézuélien se confirme. On a vu hier encore la saisie de deux pétroliers qui avaient des liens avec le Venezuela. C'est l'incertitude du moment. Carlos. Je comprends très bien la préoccupation des puissances occidentales pour le pétrole vénézuélien. Depuis quelques jours, on parle dans toutes les capitales européennes et aux États-Unis du pétrole vénézuélien, des géopolitiques et tout ça. Mais je me pose la question, et la question que se pose le peuple vénézuélien aujourd'hui, c'est à qui a profité ce pétrole. Ça fait des années que ça dure. La crise économique et politique n'a pas commencé en 2019 avec les sanctions américaines. Non, l'exode des Vénézuéliens, c'est un exode, l'exil des Vénézuéliens, il a commencé à partir des années 2010. Euh, et avant même, il y avait déjà il y avait une importante corruption. Donc, le pétrole vénézuélien, aujourd'hui, ne profite pas aux Vénézuéliens. Et ça fait un moment qu'il profite à enrichir une oligarchie, des groupes criminels, que ça profite à groupes criminels pour acheter des armes et aussi comme une arme pour acheter les consciences et pour tisser des relations un petit peu douteuses avec la Chine, avec la Russie, avec le Hezbollah et avec toutes sortes d'organisations pour le moins douteuses. L'industrie pétrolière vénézuélienne, il ne faut pas oublier que lors de la grève pétrolière qui a eu lieu dans l'année de 2002, Chavez, il est sorti, il est sorti dans la télé pour, en direct sur la télévision pour virer tous les travailleurs qui n'étaient pas à faveur de sa politique. Et c'est à partir de là que ce déclin de l'industrie pétrolière vénézuélienne a commencé. Aujourd'hui, le pétrole ne profite pas au peuple vénézuélien et ce n'est pas vrai que la crise économique au Venezuela a commencé avec les sanctions américaines de 2019. Elle a commencé bien avant. Enfin, le manque de nourriture, la crise des hôpitaux, les coupures d'électricité, ça a commencé bien avant 2019. En 2019, ça s'est bien aggravé et il faut aussi mettre en perspective parce qu'on parle beaucoup des sanctions. Il ne faut pas oublier que ces sanctions ont été aussi mises en place
euh, c'était la conséquence de la répression que Maduro avait fait contre le peuple vénézuélien à la suite des élections qui avaient été truquées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Elles ne sortent pas de nulle part, ces sanctions américaines. Volker dit sans les sanctions, peut-être que le pays irait beaucoup mieux. Volker qui disait, mais oui, ben bon, il y a un embargo américain et personne n'en parle. Peut-être que cet embargo empêche aussi au peuple vénézuélien de profiter de ses richesses. Thomas. Oui, oui, bah oui, enfin, pour compléter ce que disait Carlos, évidemment, enfin, les sanctions ne sont pas l'origine de la crise. Effectivement, la crise, d'un point de vue économique, hein, les fondements de la monnaie, par exemple, ils commencent fin 2012. Au moment où Chavez va mourir, il y a Alors qui est lié à un quoi emballement, hein, d'une mauvaise gestion monétaire où il y a eu des octrois de dollars subventionnés à des grandes entreprises, à des proches du régime, y compris à des gens qui partaient faire des vacances en Europe, qui ont donné des dollars subventionnés. Alors, pour des montants réduits, hein, pour des grandes entreprises ou pour des proches du régime, c'était des millions, des milliards. Et ce système, il a été mis en place au moment des tentatives de déstabilisation 2002-2003 et il a perduré pendant 10 ans. Donc, dans des moments d'abondance où, quand le baril de pétrole était extrêmement élevé dans les années 2000, ça pouvait marcher. À partir de 2012-2013, cette mécanique commence à s'emballer, à s'effondrer. Ajoutez à cela la chute du cours du baril de pétrole, la chute de la production du nombre de barils de pétrole. Évidemment, la mécanique s'emballe et la crise économique s'installe avec des phénomènes d'hyperinflation. Les sanctions ne sont pas l'origine, mais elles ont aggravé cette crise. Moi, je doute sur le fait que quand Donald Trump les ait faits pour lutter contre la répression, enfin, Donald Trump me semble assez peu souvent sensible aux droits humains et assez peu sensible à la démocratie en tant que telle. Et ces sanctions, l'effet qu'elles ont eu, c'est qu'elles ont rendu souvent les Vénézuéliens plus dépendants du pouvoir en place. Enfin, on parlait tout à l'heure, hein, Carlos parlait des cartons de nourriture qui se deviennent aujourd'hui les seuls programmes sociaux qui existent au Venezuela et qui sont effectivement donnés de manière clientéliste à la population. Plus les sanctions sont là, plus la population est dépendante de ces maigres cartons de nourriture. Donc, ces sanctions, je suis assez sceptique. Elles ont pas vraiment permis de libérer le peuple vénézuélien. Puis revenir sur ce moment de la grève pétrolière de 2002-2003, ça me semble un moment important pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est donc, je parlais du coup d'État d'avril 2002. Quelques mois plus tard, donc le patronat vénézuélien et plutôt les cadres de l'entreprise pétrolière vénézuélienne. Donc, enfin, l'entreprise pétrolière, c'est la source de la plus grande part des richesses, hein, déclenche une grève avec objectif en décembre qu'on pense Noël sans Chavez, c'était le mot d'ordre à l'époque. Et cette grève finit par s'enliser et n'obtient pas satisfaction. Chavez licencie effectivement 18 000 personnes parce que cette grève le menaçait politiquement, hein, il reprend le contrôle de l'entreprise. Mais c'est vrai que licencier 18 000 personnes, alors avec des taux qui oscillaient entre 80% chez les cadres, 20% chez les ouvriers, ça va être un manque de main-d'œuvre qualifiée pour l'entreprise pétrolière. Et en plus, hein, la crise se développant, les travailleurs pétroliers seront ceux qui sont partis les plus rapidement. Autant si vous êtes un vendeur à la sauvette, vous allez avoir du mal à trouver un emploi à l'étranger. Autant si vous êtes un travailleur pétrolier, vous pouvez vous reconvertir assez facilement à l'étranger. Donc on a un vrai problème de main-d'œuvre qualifiée, ce qui est un enjeu pour le potentiel redémarrage d'une industrie pétrolière. C'est comment faire si les Vénézuéliens ne sont pas là et les Vénézuéliens qualifiés, hein, je parle, dans cette industrie. Et le retour, c'était un des leitmotifs de l'opposition vénézuélienne lors de l'élection présidentielle de juillet 2024, qui obéit à ce trauma, hein, de la population vénézuélienne. 8 millions de personnes qui sont dehors, c'est un quart de la population nationale. C'est des frères, des sœurs, des enfants, des parents qui sont dehors. Et la proposition, c'était on va réunir tous les Vénézuéliens. Alors, ça suscite un enthousiasme de la population vénézuélienne. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Le redémarrage de l'économie, il sera
peut-être pas aussi immédiat que cela. Est-ce qu'il y aura des emplois? Est-ce qu'il y aura des possibilités de vivre dignement? Parce qu'aujourd'hui, la vie est extrêmement complexe. Carlos le disait, il y a le salaire minimum est de l'ordre d'1 dollar par mois. Le gouvernement donne des primes qui permettent peut-être d'atteindre une centaine de dollars par mois, mais c'est très loin du panier basique qui est de l'ordre de 550 $ par mois. Donc, vivre au Venezuela, c'est extrêmement difficile et le retour des Vénézuéliens à l'étranger, ça prendra du temps et ça dépendra aussi de l'évolution de la situation au niveau politique et économique. Oui, euh, complètement. Je coïncide avec toi dans ton analyse. euh, la situation aujourd'hui, enfin, je l'ai déjà dit, hein, elle est dramatique. euh, Elle est dramatique sur le plan social, elle est dramatique sur le plan politique. Et là, j'ai envie, on a abordé, euh, j'aimerais qu'on aborde aussi la situation des prisonniers politiques, des journalistes qui sont en prison aujourd'hui au Venezuela pour avoir dit la vérité, qu'on aborde les personnes qui subissent aujourd'hui la torture, qui sont incarcérées pour avoir osé dire non. C'est la réalité de Venezuela. Aujourd'hui, on questionne, on se pose la question, est-ce que c'est bien ce qui s'est passé au Venezuela, la géopolitique, le pétrole et tout ça, mais au-delà de ces débats sur le pétrole vénézuélien, sur les ressources, il y a une réalité qui est là. Il y a des personnes cette réalité produit des conséquences qui sont bien réelles sur les vies des personnes, sur la population qui est en place. Et c'est à ces personnes-là qui aujourd'hui n'ont pas de voix, qui ne peuvent pas s'exprimer, à des personnes qui sont aujourd'hui en train de subir la torture. C'est à ces personnes-là que j'aimerais, sur ces personnes-là que j'aimerais qu'on puisse s'attarder et avoir une pensée pour cette personne. Aujourd'hui, je le répète, enfin, comme je le disais dans la tribune qui est parue dans le journal Libération, un lueur d'espoir perce dans un ciel en lambeaux. Tout à l'heure, Thomas, tu parlais de réunir tous les Vénézuéliens. C'est possible, Carlos, de réunir tous les Vénézuéliens? Ah, j'aimerais bien. Je n'ai qu'un rêve, c'est que on puisse récompenser nos familles déchirées. Moi, mon rêve le plus grand, c'est de un jour pouvoir retourner dans mon pays et participer de sa reconstruction. Euh, Ça va être un travail énorme, je le sais, parce que on ne reconstruit pas en un jour ce qui a été détruit pendant presque un quart de siècle. Thomas? Oui, bah, enfin, c'est un enjeu, important. Enfin, voilà, il y a eu le Venezuela a eu des périodes d'abondance et de crise suivant le cours du pétrole, hein. Dans les années 70, il y a eu une période d'abondance, une période des années 80-90, il y a eu une période de crise qui a abouti à l'arrivée de Chavez au pouvoir. Durant la présidence de Chavez, il y a eu une période d'abondance, hein, parce que le cours du baril de pétrole était élevé. Il y a eu des programmes sociaux à ce moment-là qui ont bâti la popularité, de Chavez et qui sont un peu les raisons pour lesquelles il reste cette trentaine de pourcents. Il y a aussi des gens qui vivent dans cet héritage, hein, enfin, qui sont reconnaissants de cet héritage et qui croient au récit selon lesquels les États-Unis sont la seule source des malheurs du peuple vénézuélien. Mais depuis 2013, 2014, 2015, on a une crise économique majeure, une répression importante et on a du mal à voir la sortie de la crise. Enfin, Carlos parlait des prisonniers politiques. Aujourd'hui, il y a encore 800 prisonniers politiques dans les prisons vénézuéliennes. Il y a eu des vagues de libération dans les tout derniers jours avant le kidnapping de Nicolas Maduro, mais on ne voit pas de sujet politique autour de la libération des 800 prisonniers politiques. Et c'est aussi ça, hein, qui montre qu'il y a une continuité du régime.
Parmi ces 800 prisonniers politiques, il y a des membres de l'opposition libérale, il y a des syndicalistes qui ont contesté le fait qu'il y avait de la corruption dans leur entreprise publique, il y a des jeunes qui ont simplement protesté en ne reconnaissant pas les résultats des élections présidentielles de 2024, enfin, qui ont pu simplement envoyer un message WhatsApp où ils étaient pas, où ils croyaient pas à la version du gouvernement selon laquelle Nicolas Maduro avait gagné les élections. Et ces 800 personnes-là, oui, elles vivent des conditions humanitaires pas acceptables et on voit que ni Delcy Rodriguez ni Donald Trump n'en font un sujet politique pour l'instant. Et pour l'instant, c'est cette continuité répressive dans une situation où la pression des États-Unis est plus forte que jamais se poursuit pour le malheur des Vénézuéliens. Carlos. On ne va pas se coucher avec une dictature et se réveiller en démocratie. Euh, la- les processus de transition, ce sont des processus longs. Euh, je garde espoir. De toute façon, je n'ai pas le choix en tant que Vénézuélien exilé. Je garde espoir et je fais confiance. J'espère que cette transition va avoir lieu. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a d'un côté toute la théâtralisation de la politique, tout ce qui est dit devant les caméras et tout ce qui se joue derrière, dans les coulisses. Euh, Il y a des négociations. Qu'est-ce qui se joue en coulisses alors? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est lui qui est chargé des négociations avec ce qui se passe au Venezuela, avec le régime en place. C'est Marco Rubio, qui est une personne qui est vraiment très engagée et avec la situation vénézuélienne et qui connaît très bien le système en place. Euh, il ne faut pas être naïf, hein. On sait que un changement de régime ne va pas avoir du jour au lendemain, ne va pas avoir lieu du jour au lendemain. Euh, J'imagine, et je comprends très bien. Enfin, moi non plus, je ne veux pas voir mon pays de façon chaotique. Enfin, je ne veux pas voir un Venezuela chaotique. Très sûrement, il va falloir faire des concessions et des négociations. Une transition, c'est finalement ça. Regardez ce qui s'est passé en Espagne avec la transition franquiste. Regardez ce qui s'est passé au Chili. Regardez ce qui s'est passé au Pérou. L'histoire des transitions, elle montre que, bon, il faut parfois faire des choix douloureux, mais je préfère faire des choix douloureux, avoir mon pays finalement sous le chaos, immerse dans une guerre civile. Il y a Cariotype qui dit: je trouve aussi très optimiste de sa part de penser que l'intervention des États-Unis au Venezuela va améliorer la situation. Gentleman dit: y a-t-il un exemple de libération d'un peuple qui s'est traduit par une démocratie parfaite? Non, effectivement. Qu'est-ce qu'il va rester du chavisme Alors dans ces aujourd'hui, c'est conditions? compliqué à répondre à cette question aujourd'hui, c'est compliqué. Bah, une tradition politique, hein, enfin, je pense que dans ces 30% de la population, il y a des personnes qui croient sincèrement que Chavez a changé leurs conditions de vie et que Chavez était un grand homme qui a été trahi par Nicolas Maduro ou que les États-Unis sont responsables de toute la crise économique avec un récit un peu complotiste hein, d'un point de vue économique. Et je pense que ça restera une tradition politique à abîmer, hein, enfin, parce que cette décennie de crise et cette décennie de répression, elle va pas laisser des bons souvenirs dans la majeure partie du peuple vénézuélien. Mais enfin voilà, aujourd'hui, enfin, 70 ans après le départ de Perón du pouvoir, on a toujours du péronisme, une famille politique qui se revendique du péronisme. Je pense qu'il y aura une famille politique qui se revendique du chavisme. Par contre, les acquis sociaux d'Hugo Chavez, bah, ils sont déjà laminés, ils sont déjà, enfin, ils n'existent déjà plus. Il y a des logements sociaux, hein, enfin les pierres, ça s'use moins vite, évidemment. Mais c'est plutôt, on est plutôt dans une phase d'échec politique. Si on arrête l'histoire aujourd'hui, c'est difficile de voir une issue positive. Après, moi, je veux pas. Enfin, c'est difficile de dialoguer avec l'espoir de Carlos. Moi, enfin voilà, j'ai Ma question envie n'était pour pas lui hein, évidente. Hein, que ça marche. Enfin, évidemment. Enfin, si on a un peuple vénézuélien qui retrouve ses ressources pétrolières, qui retrouve ses libertés démocratiques, évidemment. Enfin, tant mieux. Je n'ai pas le même optimisme
à cette heure précise quand je vois les déclarations des uns et des autres. Mais enfin voilà, moi, c'est difficile de lutter contre l'espoir, tant mieux. Enfin, je lui souhaite tout l'espoir et enfin, j'aimerais que ça se passe bien. Je suis un peu sceptique, malheureusement, mais enfin, je doute d'une transition démocratique parce que je ne vois pas de chemin vers une transition démocratique. Enfin, dans les on parlait de l'Espagne après Franco, il y a des dirigeants qui ont décidé de faire une démocratisation du pays en s'asseyant autour d'une table avec qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui ont réprimé, est-ce qu'il y a des amnisties, il y a eu des amnisties, est-ce que, enfin voilà, comment on fait avec la gestion du passé. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette phase-là aujourd'hui au Venezuela. Peut-être que ça viendra dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 mois, j'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de signes qui permettent de dire que Delcy Rodriguez, Diosdado Cabello, des dirigeants de l'opposition vénézuélienne, des représentants de la société civile, enfin, des gens qui sont toujours dans le pays au Venezuela, de syndicats, d'associations, de mouvements écologiques, sont autour d'une table pour voir quelle société démocratique établir. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Il y a une société où il y a encore de la peur, on ne voit pas de mouvement de foule, quelques mobilisations en faveur de la libération de Nicolas Maduro, plutôt pilotées par le gouvernement en place, mais même d'une ampleur assez réduite par rapport à ce qui vient de se passer, qui sont d'une ampleur plus réduite que ce qu'étaient les mobilisations en faveur de Nicolas Maduro avant sa capture. Euh, donc pour l'instant, on a une société qui est sidérée, où la peur continue à le faire et où les anciens amis de Nicolas Maduro sont toujours au pouvoir, désormais avec une pression militaire encore plus forte qu'il y a une semaine de la part des États-Unis d'Amérique. Pour répondre à la question, qu'est-ce qui reste de ce chavisme? Qu'est-ce qui va rester? Euh, Imaginez-vous que 17 millions des Français doivent quitter leur pays pour pouvoir sauver sa vie, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se faire soigner. C'est ça qui est passé au Venezuela. Donc, ce qui va rester, c'est une grande cicatrice, une plaie ouverte. C'est la douleur de l'exil, la déchirure des milliers, des millions de familles qui ont vu leurs enfants, leurs neveux, leurs mamans, leurs fils sortir, devoir quitter le pays. Et cette grande déchirure, cette douleur qu'ils connaissent aujourd'hui et les familles vénézuéliennes, c'est impardonnable. Ça va être dur de pouvoir vivre avec ça. On a pu lire ici et là que le vrai pouvoir se concentrait dans les mains de l'armée. Est-ce que c'est vrai? En grande partie, enfin, faut pas, c'est jamais la seule cause, mais c'est une des causes principales hein, du maintien au pouvoir de Nicolas Maduro. Je dirais pas seulement l'armée, c'est toutes les institutions judiciaires, électorales, politiques qui continuent à tenir Nicolas Maduro. L'armée, effectivement, au premier rang des chefs, hein, enfin, c'est elle qui a le contrôle territorial, c'est elle qui va assurer la répression dans les moments de troubles, c'est elle qui garde sa loyauté à Nicolas Maduro. Hugo Chavez venait de l'armée, mais paradoxalement, l'armée n'a jamais été puissante que sous Nicolas Maduro, qui était un civil, hein, qui était un chauffeur de bus originellement, précisément parce qu'il était plus faible, précisément parce que sa légitimité charismatique était plus faible, sa légitimité démocratique, on en a parlé, était plus faible, et donc il était plus redevable de la seule institution qui pouvait le maintenir au pouvoir. À Seton, il a donné beaucoup de pouvoir aux hauts gradés. Il y a une soixantaine d'entreprises publiques qui sont gérées par des militaires et qui s'enrichissent par ce biais-là. Il y a aussi une surveillance particulière à l'égard des militaires. Avant les élections présidentielles de 2024, la moitié des prisonniers politiques provenaient des rangs militaires. C'est-à-dire qu'il y avait cette surveillance qui était faite parce que précisément l'opposition vénézuélienne aussi a misé énormément sur l'armée. Historiquement, le clivage entre le chavisme et son opposition libérale, c'était un chavisme plus établi dans les classes populaires et une opposition libérale plus établie dans les classes possédantes. Et il y a eu moins de... Enfin, l'opposition
pensait qu'avec le renversement de l'armée, elle pourrait renverser le régime plus facilement qu'en mobilisant des classes populaires qui, originellement, étaient acquises au chavisme et qui, pour la première fois en 2024, ont voté pour l'opposition, mais c'est une date, du coup, extrêmement récente. Donc, enfin, miser sur l'armée, ça a été le pari, notamment en 2019, de l'opposition vénézuélienne. Il y avait quelques centaines de dissidences à ce moment-là qu'on n'a pas retrouvé, qu'on retrouve pas aujourd'hui, hein, malgré la situation de tension extrême, malgré les menaces militaires depuis 4 mois de la part des États-Unis, malgré y compris la capture du chef de l'État, on voit pas ces dissidences. En 2019, si, il y a eu quelques centaines de dissidences, mais tout à fait insuffisantes pour renverser le pouvoir qui effectivement tient grâce à l'armée avec des hauts gradés qui sont récompensés et des bas gradés qui sont étroitement surveillés. Oui, je coïncide avec toi, Thomas, avec le fait que l'armée vénézuélienne reste très importante et c'est un pilier qui soutient aujourd'hui le pouvoir en place. Hum, J'aimerais dire aussi que certes, c'est un pouvoir important, mais que même à l'intérieur des forces armées vénézuéliennes, il y a des militaires qui sont dissidents. On vient d'apprendre récemment que le directeur de l'intelligence militaire avait été emprisonné parce que c'était lui qui avait été soupçonné d'être celui qui a balancé Nicolas Maduro. C'est celui qui a fourni tout le renseignement. La taupe. Oui, c'est celui qui a été le top qui aurait fourni tous les éléments aux États-Unis pour que Maduro soit capturé. Donc, on le sait aujourd'hui, même les militaires subissent cette situation chaotique dans laquelle Maduro et ses amis ont mis le pays. Chers amis, il est 17h59, passé de 9 secondes, c'est quasiment l'heure de nous quitter. C'est l'heure peut-être du mot de la fin ou du mot de la suite, Carlos. Je vais... Un mot d'espoir, certainement. Oui, non, mais c'est ça. Pour la première fois ce week-end, j'ai commencé à regarder les billets d'avion pour retourner au pays. Combien ça coûte un billet d'avion Oui, pour combien retourner ça à coûte, Caracas? ouais. Alors qu'avant, c'était impensable. Non. Mon espoir est que on puisse aller vers une transition démocratique ordonnée, que ça se fasse en paix et que ces 8 millions de Vénézuéliens qui aujourd'hui se trouvent exilés partout dans le monde puissent refaire ses valises pour rentrer enfin chez eux. Merci, Carlos Castillo. Merci. Thomas, le mot de la fin, le mot de la suite. Oui, bah, je souhaite le meilleur évidemment pour le Venezuela, afin que les libertés démocratiques soient de nouveau de rigueur au Venezuela, que le peuple vénézuélien puisse jouir de son pétrole et pouvoir reconstruire une économie digne de ce nom qui permette aux Vénézuéliens de vivre et puis même peut-être de diversifier l'économie pour avoir moins de turbulences économiques liées à ces cycles d'abondance et de crise. Mais effectivement, oui, si les Vénézuéliens peuvent être souverains et vivent démocratiquement, c'est le moins qu'on peut souhaiter à ce peuple qui a beaucoup souffert depuis 10 ans d'une crise migratoire, économique, politique qui a été démentielle. Et je suis sceptique dans la situation actuelle, mais effectivement, on peut souhaiter le meilleur au peuple vénézuélien qui a subi des très grandes épreuves ces dernières années. Merci Thomas. Dans le chat, Volca, t'as un message pour toi, Carlos. Reste avec nous, Carlos, ça sent pas bon du tout, cette affaire. 18h01, passé de 9 secondes. Merci à tous les deux, merci pour vos lumineuses lumières. Merci d'avoir répondu aux questions du chat. Dans le chat, vous ne bougez pas. On revient dans un instant, juste le temps de changer le plateau, d'accueillir nos deux prochains invités. On va parler des manifestations en Iran, du régime qui réprime et qui résiste. Vous ne bougez pas, on revient dans 3 minutes, peut-être 4. 18h10, passé de 1 seconde. Merci d'avoir patienté. Il y a des régimes qui tankent, des régimes qui tombent, des régimes qui ne tombent pas parfois. Nous retraversons l'Atlantique et nous sautons dans un avion pour Téhéran, la capitale de l'Iran, où la contestation ne faiblit pas malgré la répression du régime. Au 12e jour de manifestation, des heurts ont éclaté
dans le Grand Bazar de la capitale iranienne. On dénombre aussi 2 morts, 30 blessés dans les affrontements armés dans le sud-ouest du pays. Bonsoir Jean-Paul Chagnolo. Bonsoir. Professeur émérite des universités, Jean-Paul, vous dirigez l'Institut de recherche et d'études, j'arrive jamais à le dire, et d'études Méditerranée Moyen-Orient, CILIREMO. À vos côtés, Armin Arefi. Salut Armin. Bon, salut. Armin, t'es grand reporter au Point, tu es spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Vous avez eu peut-être des nouvelles de ce qui se passe en Iran. C'est quoi les nouvelles les plus fraîches? Écoutez, les Iraniens ont de plus en plus de difficultés à se connecter à Internet, ce qui est un mauvais signe, parce que quand Internet Vous avez coupé Internet dans les universités, il me semble? dans les universités, effectivement, mais ils avaient surtout coupé, je me souviens, Internet il y a maintenant 6 ans lors des grandes manifestations de 2019, et avaient profité de ce blackout médiatique pour ensuite réprimer dans le sang avec 1500 morts. Donc c'est pas forcément un bon signe. Maintenant, on perçoit aussi, malgré tout, encore des rassemblements, des manifestations qui, comme vous l'avez dit au début de l'émission, se sont étendues. Aujourd'hui, on en est à 92 villes qui ont été touchées par la contagion de la contestation, voire de la révolution, avec malgré tout un bilan assez sévère. Pour l'instant, on en serait à 34 morts du côté des manifestants, 2 du côté des forces de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après 12 jours de contestation, celle-ci ne faiblit pas, elle a plutôt tendance à s'accentuer. Maintenant, et comme on en a souvent l'habitude avec l'Iran et la République islamique d'Iran, cela ne signifie pas que le régime est sur le point de tomber pour une raison bonne et simple, c'est que le rapport de force est extrêmement déséquilibré en faveur du régime qui garde l'apanage des forces de sécurité, de son redoutable outil répressif et du fait que les manifestants, sauf exception, ne sont pas armés. Jean-Paul Chagnolo. Je crois que nous sommes dans une situation qu'on a déjà connue dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, c'est extrêmement lourd sur le plan social, sur le plan économique. Il y a un taux de pauvreté qui est tout à fait important. La monnaie, le rial, s'est complètement effondré. Enfin, je veux dire, c'est des situations peut-être encore pires, si c'est possible, qu'il y a quelques années, pour plein de raisons, y compris évidemment le retour des sanctions massivement. Et on a toute une série de facteurs qui expliquent assez bien pourquoi cette population a envie de vivre, tout simplement. Moi, j'ai eu la chance, il n'y a pas très longtemps, je vous le disais tout à l'heure en off, de faire une conférence par visio avec des étudiants, et il y a une espèce de besoin de savoir, de besoin de vivre, tout simplement, qu'on sentait à travers ces discussions qu'on a eues. Bon, ça, c'est une chose, mais en réalité, si on regarde ce qui s'est passé pendant toutes ces années, dans ces fameuses révoltes qu'on a vues, alors on les a vues dans le monde arabe, mais on les a vues ailleurs. Je pense à un endroit qui est tout à fait différent, qui est Hong Kong. Vous avez toujours un peu le même scénario. Ce scénario, c'est un mouvement social qui a de profondes raisons de contester, de se battre, et vous avez aucune possibilité réelle de débouché politique, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un mouvement structuré, il n'y a pas de leader, et donc on est dans cette espèce de contradiction où il y a une révolte, et il ne faut pas confondre la révolte et la révolution. Alors bien entendu, on peut être surpris, il peut se passer des choses, mais en face, on a un système, au contraire, extrêmement fort, comme tu l'as rappelé, c'est-à-dire un système qui a ses moyens de répression et qui va très fort. Il y a eu vraiment beaucoup, il y a eu des morts dans cette affaire. Il y a eu des gens. Effectivement, 34 donc c'est une répression d'une très grande violence. Mais on a bien ce schéma, c'est-à-dire qu'une population, je dirais quelque part désarmée, non structurée, sans leader, sans formation politique, etc. Bon, et on a retrouvé ça dans plein de situations. Prenez la situation de la Tunisie, par exemple. Je prends ça comme contre-exemple, parce que en Tunisie, il y avait au contraire une structuration de la société civile à travers, par exemple, le syndicalisme. Donc il y avait quelque chose qui pouvait fédérer les forces. Et il y avait aussi une vraie culture politique démocratique chez certaines élites, en tout cas. Bref, il y avait là des possibilités. S'il y avait un pays où moi je pensais que ça allait aboutir, et d'ailleurs ça a abouti à un moment donné. Et puis ça aboutit. Mais voilà. Et puis ça, c'est reparti dans le sens inverse. Donc, si vous voulez, on peut voir ça, et malheureusement, je crains que ça soit encore un épisode terrible pour la population qui n'en a pas fini de souffrir, quoi. Voilà. Oui, alors, il y a quand même une nouveauté dans ces manifestations, on en parlait tout à l'heure, avant l'émission, c'est que pour la première fois, le mouvement tout d'abord économique et ensuite qui s'en est pris au guide suprême, l'ayatollah Khamenei, à travers lui à l'ensemble du régime islamique. Aujourd'hui, on entend également dans un grand nombre de manifestations un nouveau nom qu'on avait peu l'habitude d'entendre, celui du fils du Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi, le Shah d'Iran renversé par la révolution de 79, qui a donné
la République islamique. D'ailleurs, ce n'était pas forcément le plan de tous les révolutionnaires à l'époque. Ça fait maintenant 47 ans que son fils, le prince héritier Reza Pahlavi, exilé aux États-Unis, rêve de rentrer en héros triomphant en Iran et forcé de constater que son nom est scandé, en tout cas dans certaines manifestations. Ça, c'est nouveau. On entend des slogans comme « Longue vie au Shah », comme « Paix à ton âme, Reza Pahlavi ». Alors, il s'agit du grand-père de l'actuel prince héritier, ou « Ceci, la dernière bataille » et les Pahlavis vont revenir en Iran. Et ça, c'est assez nouveau. D'ailleurs, on entend, pas plus tard que hier, le prince héritier lançait un premier appel en direction des manifestants, les appelant ce soir à 20h, heure de Téhéran, à sortir dans la rue ou à défaut de rester chez eux et de lancer des slogans. Première chose, maintenant c'est pas ça qui fait tomber un régime, mais il y a cette nouveauté. Alors, est-ce que ça veut dire derrière que l'ensemble de la population iranienne souhaite le Shah ? Je ne suis pas sûr. C'est une des personnalités de l'opposition à l'étranger qui compte, ça c'est clair. Maintenant, l'Iran est tellement divisé entre factions, anciens personnes qui étaient favorables au mouvement des réformes en Iran, et puis les libéraux, sauf que les libéraux, ils sont divisés entre différentes personnes, et que 47 ans de République islamique n'ont pas laissé la moindre contestation interne se structurer. Et puis à l'extérieur du pays, on a alors les opposants laïcs qu'on peut entendre, certains journalistes comme Masih Alinejad ou Ahmed Esmailion, et puis on a le courant monarchiste. Et le courant monarchiste, nostalgique de l'époque du Shah, où l'Iran était totalement inféodé aux intérêts des États-Unis, était même le principal gendarme des États-Unis au Moyen-Orient. Ce courant, il n'a qu'un seul représentant, forcément, le fils du Shah, Reza Pahlavi. Et c'est vrai que lors des sondages qui ont pu avoir lieu, alors plus ou moins fiable, bien sûr, parce que ça a été réalisé depuis l'étranger, mais un institut qui s'appelle Gaman, qui est basé au Danemark, a réalisé un sondage, je crois, au mois d'août dernier. Et selon ces résultats, Reza Pahlavi était quand même la personnalité qui recueillait le plus de suffrages, 33%, mais en raison notamment de la dispersion des libéraux qui avaient, on va dire, plusieurs personnalités, qui ont plusieurs personnalités en leur sein. Moi, en discutant sur place, j'étais pas sur place, malheureusement, je ne peux pas retourner pour l'instant en Iran, mais en discutant via les réseaux sociaux. Tu as quelques attaches avec l'Iran, hein, pour ceux qui ne te oui, je suis connaissent pas franco-iranien, de parents iraniens, nés en France, et j'ai été correspondant par le passé en Iran, et c'est vrai que quand je discute avec les manifestants, voilà, pareil, c'est divisé. Certains sont complètement contre les mollahs et contre le Shah, ils disent qu'on ne va pas refaire une révolution pour avoir la même chose que l'on a dégagé, en tout cas que nos parents ont dégagé par la force il y a 47 ans, mais d'autres, aujourd'hui, n'en peuvent plus de la situation notamment économique, n'en peuvent plus également du manque de liberté politique qui arrive en second lieu, et se disent que la seule alternative pourrait être le fils du Shah. C'est en tout cas la raison pour laquelle ils appellent à un retour du Shah, en tout cas un retour du fils du Shah. Maintenant, comme on le rappelle, la différence avec d'autres pays, par exemple, si récemment on regarde la chute de Bachar el-Assad en Syrie, il ne faut pas oublier que Bachar el-Assad a été renversé par un mouvement armé, une rébellion armée, djihadiste. Mohamed Abou al-Joulani, aujourd'hui Ahmed al-Shara, son nom, on va dire, de civil, était quand même un ancien djihadiste qui avait les armes, qui était soutenu par des pays comme la Turquie, et c'est quand même une mouvance armée qui a poussé à la défaite et au renversement de Bachar el-Assad. En Iran, aujourd'hui, l'essentiel, le monopole des armes est en faveur de l'État. Et l'État, notamment, donc ses forces de sécurité, mais également ses puissants gardiens de la révolution, le véritable État dans l'État iranien, la milice islamique devenue armée parallèle, voie principale armée de l'Iran. Et ces gens-là, les gardiens, pour l'instant, on ne voit pas de défection chez eux. Le jour où il y aura peut-être une défection d'importance, des branches différentes qui s'expriment, pour l'instant on ne les entend pas, on pourra peut-être imaginer un scénario de coup d'État. Mais pour l'instant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, cette réalité peut changer demain, tout le système est structuré autour d'une clé de voûte qui reste quand même le véritable chef de l'État iranien, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, qui est par ailleurs chef d'état-major des forces armées. Enfin chef des armées, pardon. Que les gardiens de la révolution ne lâcheront jamais.
Ne lâcheront jamais. Je ne suis pas certain qu'ils ne le lâcheront jamais. Mais il faut savoir que les gardiens de la Révolution, ce sont les principaux bénéficiaires aujourd'hui du régime de sanctions et même de l'économie iranienne. Qui seraient environ à 60% entre leurs mains. Et les gardiens de la Révolution ont une situation, on va dire, assez, entre guillemets, enviable parce qu'ils ont la couverture religieuse, la légitimité religieuse qui vient de Dieu. Il ne faut pas oublier que le guide suprême, c'est quand même le représentant du 12e imam caché chiite, le Mahdi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il tient sa légitimité de Dieu. Donc, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que, comme en Algérie, l'armée soit, on va dire, alors même si c'est plus complexe que ça, mais en tout cas, soit dans les affaires politiques. Ils sont en recul. Donc, pour l'instant, ils ne voient pas forcément, alors je ne vais pas parler à leur place, je n'ai pas des infos d'ailleurs aussi précises, mais ils n'ont aucun intérêt étant donné qu'il n'y a pas de défection d'importance. La donne pourrait changer éventuellement au cas où le guide suprême, d'ailleurs extrêmement âgé, 86 ans, qui a déjà été soigné pour un cancer, viendrait à disparaître parce que la succession du guide sera forcément une période de grosse secousse qui pourrait d'ailleurs donner lieu peut-être à des envies ou plutôt à des ingérences de certains courants au sein des gardiens de la Révolution. Et pour l'instant, on n'y est pas. Le régime est sous pression. Alors, est-ce qu'il tangue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est sous pression. Il est aussi sous pression de vent venus, par exemple, des Américains ou d'Israël aussi. Oui, il est C'est vrai que ça n'arrive pas au bon moment non plus. Ça n'arrive jamais au bon moment. Oui, je crois que là, il faudrait peut-être, si on fait un peu de chronologie sur le plan international, pour revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que ce régime est ce qu'il est, et évidemment, c'est pas moi qui vais soutenir un régime pareil qui atteint aux libertés, qui réprime la population comme il le fait. Mais il faut quand même se souvenir que, au fond, le dérapage de cette séquence, il faut quand même rappeler que c'est 2015-2018, c'est-à-dire que au moment de l'accord sur le nucléaire, parce que c'est quand même parti de là, il y a eu une ouverture, et y compris une ouverture que la société iranienne a accueillie de manière très positive. Il y avait à partir de 2015-2016, des possibilités d'investissement étrangers qui étaient considérables. Et je ne sais pas, évidemment, et personne ne le sait, ce que ça aurait donné si ça avait été mis en œuvre, mais enfin, il y a toute une classe moyenne à minima en Iran qui aurait bénéficié de ces investissements, et on aurait eu probablement une transformation profonde de la société iranienne en quelques années. C'était il y a 10 ans. Et il y a eu un coup d'arrêt, et il faut le rappeler. Moi j'étais consterné quand j'ai vu ça, et ce coup d'arrêt, ça a été donné par Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a en 2018 une sortie de l'accord sur le nucléaire, qui est unilatéral. Et souvenez-vous de l'impossibilité, de l'incapacité, notamment des Européens, autres signataires, pour essayer de trouver d'autres moyens. Alors ça a duré pendant 1 an ou 2 ans, et pendant ces 2 ans, les Européens ont bricolé des procédures, des processus qui n'ont abouti à rien, finalement. Et les Iraniens, par rapport au nucléaire, s'il y a vraiment un tournant important, n'ont pas tout de suite cherché à violer les bases de l'accord sur laquelle ils s'étaient mis d'accord. Si on prend par exemple le taux, un critère très, très, très élémentaire, qui est le taux d'enrichissement d'uranium, j'ai regardé ça dans les rapports de l'AIEA, pendant un certain temps, il n'y a pas de volonté d'enrichir davantage, on s'en tient, et puis à un moment donné, cet enrichissement, il se produit. Qui ne connaissent pas bien, quand on enrichit davantage, c'est pour faire du nucléaire. Bien sûr, c'est ça. Et le grand deal, c'était qu'ils arrêtaient toute forme d'enrichissement pendant une période assez longue, et donc pour ne pas qu'ils aillent vers l'arme, le nucléaire militaire. Donc il faut quand même rappeler ce contexte-là. Et puis, plus récemment, lorsque on a renoué des négociations avec les Iraniens, eh bien, on a bombardé. Je veux dire qu'on est toujours dans cette espèce de contradiction profonde qui pense que par la force, on va obtenir quelque chose. Le résultat des courses aujourd'hui, il est terrible. Et il est très terrible parce que finalement, j'ai l'impression que les Iraniens sont en capacité potentielle, je n'en sais rien, et je ne sais pas qui le sait, mais en capacité potentielle de retourner vers l'arme nucléaire. Ces fameux 400 kilos d'uranium enrichi, qu'est-ce qu'ils sont devenus? On n'en sait rien. Les rapports de l'AIEA là-dessus sont extrêmement clairs, ils ne savent plus rien. Ils sont complètement coupés, ils sont à l'aveugle, ils sont dans le brouillard. Donc finalement, on a à la fois un désastre pour la société iranienne elle-même, parce qu'elle n'a pas pu profiter d'ouvertures économiques importantes qui auraient pu se faire s'il n'y avait pas eu cette intervention internationale. Et par ailleurs, on a malgré tout un probable, je n'en sais rien, et personne ne sait vraiment, mais un probable cheminement vers l'arme nucléaire. Donc on perd sur tous les tableaux dans cette affaire. Et il y a une responsabilité, évidemment, du régime d'abord, mais il y a aussi une responsabilité
des États étrangers, en particulier les Américains, quoi. Alors, les Américains et les Israéliens, parce qu'il y a quand même tout le temps cette volonté israélienne de casser l'Iran pour plein de raisons, hein, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Là. Et il y a aussi des mauvaises raisons qui consistent aussi à enterrer la question palestinienne derrière le rapport à l'Iran. Donc tout ça fait qu'on est dans une espèce de situation aujourd'hui inextricable, quoi. On est en train de supputer sur la possibilité d'un renversement de régime, soit par l'intérieur avec un personnage comme Pahlavi. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'Iran et je ne sais pas ce que ça donne, mais je serais très, très étonné que tout d'un coup ce personnage puisse avoir un rôle important, mais j'en sais rien, hein. Je ne ferai pas de commentaires plus que ça, mais ce que je crois surtout, c'est que le régime est en capacité de réprimer. Ça, c'est une certitude. Donc voilà, on est aujourd'hui, en plus, un dernier mot, mais en plus, on est dans une séquence des relations internationales qui est assez terrifiante, parce que toutes les capacités ou possibilités de négocier semblent avoir été complètement dissoutes, Plus d'espace pour négocier. broyées, avec de la part de ceux-là même qui étaient supposés les défendre. Alors les Européens sont complètement hors jeu, par ailleurs, et les Américains, bon, on va pas faire de dessin, tout le monde voit ce qui se passe aujourd'hui, on attend simplement quel sera le prochain désastre, quoi. Dans cette situation-là, on est vraiment tous dans le brouillard, et il y a vraiment des erreurs partagées. Et je répète, les Américains, ce qu'ils ont fait en sortant de l'accord sur le nucléaire, et deux, moi, ce qui me navre profondément, c'est l'incapacité des Européens de reprendre la main d'une manière ou d'une autre, hein. Alors, je ne dis pas ça pour relativiser le rôle majeur du régime, qui est un régime répressif, bien entendu, c'est ça qui est important, mais il est dans une configuration aussi qui n'est pas simple. Et à un moment donné, un dernier mot là-dessus, à un moment donné, il y a eu quand même une esquisse de renégociation qui n'a pas abouti, et ça, ce n'est pas forcément de la faute des Iraniens. Oui, alors, je pense que pour bien appréhender ce qui se passe actuellement, il faut revenir à, on va dire, 3 dates clés qui expliquent la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Première date, la révolution de 1979, contre un Shah, certes extrêmement moderne, mais dictateur, extrêmement autoritaire, qui est l'agent des Américains au Moyen-Orient, renversé, et qui d'ailleurs avait oublié toutes les disparités économiques à l'intérieur du pays, qui s'est fait renverser par une révolution. C'est rare au cours du XXe siècle. Une révolution faite par des libéraux, des marxistes, des islamo-marxistes et des islamistes. Et ce sont les islamistes qui se sont taillés la principale part du gâteau avec un Khomeini qui a instauré une république islamique, qui n'était pas d'ailleurs au départ le programme. Et tous ceux qui ont fait la révolution à ses côtés, qui se sont sentis trahis, ont été réprimés dans le sang. Donc première chose, 1979, une révolution qui a été détournée, en tout cas, du sentiment d'un grand nombre d'Iraniens. Pareil, je vais passer rapidement sur la guerre en Irak. L'Irak de Saddam Hussein, soutenu par l'ensemble de l'Occident et même de la communauté internationale, traumatise cependant effectivement, envahit l'Iran pendant 8 ans, avec des armes d'ailleurs, y compris chimiques fournies par l'Occident, qui va, on va dire, renforcer le nationalisme iranien et qui va d'ailleurs à cette époque-là pousser certains dirigeants iraniens à réfléchir à des armes de destruction massive, parce que à cette époque-là, personne ne les aide. Bref. Deuxième, plus jamais la guerre sur le sol. Plus jamais la guerre, et surtout, au lendemain de la guerre, et c'est assez frappant pour quiconque se rend en Iran, une population qui en majorité n'est pas favorable au régime. Parce que ce n'était pas le programme au départ, mais qui à chaque fois, lorsqu'elle va descendre dans la rue, que ce soit pour contester une élection comme en 2009, frauduleuse, va se faire réprimer dans le sang. Quand elle va descendre en 2018 contre la vie chère, elle va se faire réprimer dans le sang. Pareil en 2019. Et puis en 2022, après la mort de Mahsa Amini, réprimée dans le sang, pour ceux qui avaient oublié la nature de ce régime. Donc un divorce qui existe de longue date entre la population, 80% de la population iranienne, si on se réfère aux chiffres des élections présidentielles, 20% étant 20% de partisans, mais une impossibilité justement de le renverser, notamment en raison de la répression et du manque d'alternatives, faute de 47 ans de République islamique. 2015, l'accord sur le nucléaire iranien. Le pari de Barack Obama, c'est quoi ? C'est que ce régime s'ouvre, c'est de tendre la main à ce régime, qu'il s'ouvre, afin de donner à la République islamique la place qu'il réclame dans le concert des nations, notamment son rôle de grande puissance au Moyen-Orient. Où à l'époque elle est notamment en rivalité avec l'Arabie Saoudite, mais également avec Israël, au-delà de toute la dimension idéologique. Donc le pari de Barack Obama, c'est de tendre la main au Mollah, de signer un accord, parce que l'Iran, l'Occident n'a jamais fait confiance à l'Iran et vice-versa, en raison de toute l'historique dont je vous ai parlé. Donc on va faire un accord avec l'Iran sur le nucléaire, parce qu'on craint que l'Iran ne souhaite, sous couvert de programme nucléaire civil, se doter de la bombe.
Et l'Iran le respecte. C'est ça qui est dingue. La République islamique, pendant 3 ans, va respecter cet accord qui va fonctionner. Et à l'époque, qui est-ce qui fait pression pour que justement les sanctions soient rétablies, que les États-Unis sortent de l'accord sur le nucléaire iranien? C'est notamment Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, pour 2 raisons. Un, parce qu'il ne souhaite pas qu'un pays qui a déclaré qu'Israël devait être détruit, ou le régime israélien détruit, puisse se doter de la bombe atomique, sauf qu'à l'époque, l'Iran respecte l'accord. Et puis, Donald Trump, qui par ailleurs, Netanyahou également, il faut aussi le dire, ne voit pas forcément d'un bon œil un Iran fort, y compris au niveau économique, c'est aussi une réalité, quel que soit le régime en place. Et puis, Donald Trump qui arrive et qui veut détricoter l'héritage de Barack Obama. Il sort de l'accord sur le nucléaire iranien et en parallèle, Israël va commencer à resserrer l'étau autour de la République islamique en frappant notamment les gardiens de la révolution qui sont à l'époque extrêmement présents aux côtés de Bachar el-Assad en Syrie. On est en 2018. Et puis, dernière date, donc à partir de 2018, les Américains sortent, l'Iran est étranglé, il ne faut pas oublier, l'Iran est étranglé, la République islamique non pas pour ce qu'elle a fait, mais elle est étranglée. Plus de 1500 sanctions américaines à l'époque, à l'heure où, par exemple, on parle beaucoup de sanctionner ou de ne pas sanctionner Israël pour les massacres à Gaza. À l'époque, l'Iran, la République islamique, est sanctionnée non pas pour ce qu'elle a fait, parce qu'elle a respecté l'accord, mais pour ce qu'elle est, une République islamique qui est farouchement anti-israélienne. Et dernière date extrêmement importante, c'est bien sûr le 7 octobre 2023, parce que le 7 octobre 2023, certes, et d'après le renseignement militaire israélien, l'Iran n'est pas derrière, n'a pas donné l'ordre, n'était même pas au courant. En revanche, l'Iran, pendant des années, en développant son axe de la résistance contre Israël, dont le but d'ailleurs final est... Alors, il y a 2 aspects de cet axe. Un aspect qui est de se protéger pour ne plus jamais être envahi en repoussant, on va dire, les alliés, les proxys de l'Iran le plus loin possible des frontières iraniennes pour occuper l'ennemi loin de ses frontières. Et de l'autre, bien sûr, pour avancer vers un but final qui serait la libération de Jérusalem par les gardiens de la Révolution. Et donc, on voit bien que l'Iran récupère le flambeau de la cause palestinienne. Ce que va faire l'Iran, c'est que l'Iran va donner pendant des années les moyens, l'argent, le financement au Hamas pour que le Hamas puisse, le jour où il l'a lui-même décidé, lancer cette terrible attaque et ces massacres. Et c'est au lendemain du 7 octobre 2023 qu'Israël va prendre la décision de décapiter l'axe de la résistance et petit à petit, donc, il va s'attaquer donc à Gaza, au Hamas, même s'il y a énormément de victimes civiles, au Hezbollah, principal allié de l'Iran au Liban. L'affaiblissement suite à la guerre de 2024, septembre 2024, du Hezbollah va enlever à Bachar el-Assad ses principaux soutiens au sol, le Hezbollah, et va favoriser son renversement. Et puis, dernière, on va dire, quille de cet axe a tombé, alors pas tout à fait parce que le régime est toujours en place, mais l'Iran, pour la première fois en 39 ans, après la guerre Iran-Irak, va se faire bombarder. On est donc lors de la guerre des 12 jours, en juin dernier, où on assiste à des attaques directes d'Israël contre l'Iran. Et donc, par rapport à ça, aujourd'hui, pour répondre, et c'est la conclusion, à votre question, on a aujourd'hui une alliance de fait entre 2 personnes qui sont farouchement anti-iraniennes et anti-Mollah, Donald Trump, qui négociait avec l'Iran, qui était prête à négocier un nouvel accord, mais qui a fermé les yeux et a, d'une certaine manière, de façon tacite, accepté, voire participé au bombardement de l'Iran en juin dernier, alors que l'Iran encore négociait avec l'Iran, et Benyamin Netanyahou. Et la question aujourd'hui est de savoir ce que souhaite réellement Benyamin Netanyahou. Quand on parle aux Israéliens, aux diplomates israéliens, ils nous disent que non, le but d'Israël, c'est de repousser la menace iranienne, c'est-à-dire la menace liée au nucléaire, qui a fonctionné, même si on n'a pas tout à fait tous les détails, et la menace liée notamment à son programme de missiles balistiques qui a quand même été sévèrement entamé par la guerre. Mais il est vrai qu'il y a certains cercles en Israël et aux États-Unis qui voudraient aller plus loin, avec peut-être l'idée d'un régime change. On sait que pour l'instant, ce n'est pas l'option privilégiée par Donald Trump, c'était l'option privilégiée par son ancien conseiller à la sécurité nationale lors de son premier mandat, John Bolton. Il avait d'ailleurs démissionné parce qu'il avait compris que Trump ne souhaitait pas de renversement en régime. Et aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Et les sanctions qui viennent d'ailleurs avec l'appui de la France d'être rétablies à l'automne dernier, nous mettent dans une situation qui est intenable pour le régime. C'est-à-dire qu'il y a une révolte économique, il y a un dollar dont le cours a explosé. La gabegie gouvernementale est en partie liée à cette mauvaise gestion, parce qu'il y avait 2 taux, alors on pourra aller plus dans le détail, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Iran est dans une impasse totale face à une révolte qui, au départ économique, devient politique, parce que les charbons sont ardents en Iran, on a une population qui déteste le régime, et
un environnement international qui est farouchement, on va dire, hostile à l'Iran et surtout un Iran qui est extrêmement affaibli. Donc la question, la clé, je pense, est de savoir si Donald Trump, lorsqu'il, pour la première fois, il menace les dirigeants iraniens, surtout social, son réseau personnel, quand il dit « ne tuez pas les manifestants, sinon je frappe l'Iran », est-ce qu'il peut respecter sa parole ou non? Ou est-ce que c'est juste un effet d'annonce? Si l'on se fie à ce qu'il a fait avec Maduro, les mollahs, notamment Khamenei, peut avoir peur. Si l'on se fie à ce que disent en tout cas les responsables israéliens, voire diplomates, pour l'instant, on n'est pas du tout à l'aube d'un changement de régime. Je pense que c'est la clé. En tout cas, en Iran, il y a une contestation qui, pour l'instant, n'a pas les moyens de renverser le régime, mais le divorce est consommé et surtout, il sera extrêmement difficile, voire impossible pour le régime, dans les prochaines années, de réussir à rééquilibrer en tout cas la balance, notamment économique, et à subvenir aux besoins de sa population, alors que l'Iran est un pays riche. Professeur Cheniello. Oui, moi je crois que dans la période dans laquelle nous sommes, on est en quelque sorte comme tétanisé par la situation actuelle, qui ne se définit ou ne s'appréhende que par le rapport de force, quoi. Quand on parle de Trump ou quand on parle de Netanyahou, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ils sont capables d'utiliser les moyens qu'ils ont, c'est un moyen très important sur le plan militaire, mais il n'y a aucune véritable vision politique cohérente. Sur Israël, par exemple, nous sommes dans une sorte d'hubris. C'est-à-dire que ce qu'a fait Netanyahou depuis 2 ans, c'est ce qu'il rêvait sans doute de faire depuis longtemps, c'est-à-dire essayer d'obtenir une hégémonie sur la région militaire, par le militaire, de façon à écraser la question palestinienne, ce qu'il a fait à Gaza, évidemment, par rapport à l'Iran, essayer d'enfin de pouvoir attaquer. Je rappelle quand même que Netanyahou veut attaquer l'Iran depuis des années et des années, qu'à chaque fois, les États-Unis ont mis un feu rouge. Là, il y a eu un feu vert. Donc on est vraiment dans cette situation d'hubris, et on parle aujourd'hui, maintenant, très souvent d'hégémonie d'Israël dans la région. Moi, je n'accepte pas ce terme d'hégémonie, parce que l'hégémonie, ça veut dire quelque part aussi qu'à un moment donné, on a une vision qui consiste à aboutir à une relative stabilité régionale. La stabilité régionale qui ne dépendrait que des avions et des bombardements, je n'y crois pas. Alors ça peut durer très longtemps, évidemment, une phase comme celle-ci. Mais elle aboutit à quoi? Elle aboutit à de telles frustrations, à de telles souffrances qu'il ne peut pas y avoir en contrepartie des réactions. On connaît ça dans cette région et on voit ça ailleurs. Donc je ne crois pas du tout à cela. Quant à Trump, alors c'est aujourd'hui la question que tout le monde se pose, que va-t-il faire? Enfin, on pourrait aussi se poser la question à quoi ça va conduire au-delà de cette séquence meurtrière tous azimuts. Et on voit bien qu'il y a un terme qu'il ne connaît pas, et notamment à Gaza, mais aussi sur d'autres questions, et ce terme, c'est le jour d'après, construire le jour d'après. On cogne. Alors, bravo, mais le jour d'après, pour le Venezuela, on a cogné, mais est-ce qu'il y a un jour d'après? On ne sait pas. Il suffit de voir la tête de Rubio quand il a parlé, c'est vous qui allez gouverner le Venezuela. Je veux dire par là que nous sommes dans cette séquence d'une absurdité totale, quoi, qui consiste à penser qu'on va pouvoir établir un nouvel ordre, que ce soit un ordre international, régional, ou bien que ce soit un nouveau régime, simplement par des frappes, par la force. Bien entendu, la force est incontournable, c'est une évidence. Mais s'il n'y a pas, au-delà, une volonté un peu claire d'un compromis politique ou d'une capacité à faire des traités, on ne va nulle part. Alors on peut rester comme ça, une fois encore, pendant très longtemps. Si je prends un exemple plus proche là, d'Israël, qui est le Liban, mais je vais revenir ensuite à l'Iran. Sur le Liban, on pourrait imaginer que après les domine complètement le Liban. Aujourd'hui, moi j'y étais il y a quelques semaines, il y a des drones partout, on se sent vraiment pas en sécurité. Et on pourrait imaginer que à un moment donné, comme le Hezbollah est effectivement très très affaibli, il est pas fichu du tout, mais il est très très affaibli, en particulier sur le plan militaire. Et on peut imaginer qu'il pourrait y avoir par exemple une proposition politique consistant à dire pourquoi ne pas faire la paix avec le Liban. Enfin bon, avoir une démarche un peu globale, et on pourrait dire la même chose sur d'autres sujets. La Syrie, c'est la même attitude, on cogne sur la Syrie et on ne cherche pas à trouver une solution politique qui soit durable. Pour les Iraniens, on ne pense qu'à une chose, c'est un changement de régime sans savoir qui pourrait prendre la suite et quelles sont les implications pour la population, quoi. Je veux dire que c'est tout à fait, comment dirais-je, irréaliste de penser qu'on va pouvoir faire un régime change. Ça n'existe pas, les régimes change de l'extérieur. Donc je crois vraiment qu'on manque de recul et de capacité à penser politique. Et je dis ça d'autant plus que
La France et l'Arabie Saoudite ont proposé un ensemble de règlements qui a été adopté par les Nations Unies en septembre dernier, dans lequel l'Iran était concerné. Et voilà exactement le contre-pied de ce que j'évoque à l'instant. Au lieu de parler uniquement en termes de rapport de force, étant entendu qu'on ne peut pas s'en passer, il y a là une vraie construction politique qui consiste à dire quoi ? On essaie d'avoir un compromis qui fasse en sorte que les différents acteurs y trouvent leur intérêt, y compris en passant par la Palestine, évidemment, et qu'ensuite, on essaie de construire une architecture de sécurité régionale. C'est dans le texte qui a été adopté en plus par 142 ou 147 États aux Nations Unies. Une architecture de stabilité régionale qui impliquerait l'Iran. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup... Ça a été fait aussi par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a normalisé ses relations avec l'Iran et qui a depuis 2023 sous l'égide de la Chine. Donc on est dans une situation comme ça où aujourd'hui, aucun contrôle possible à partir des rapports de force, je veux dire simplement les rapports à l'état brut. Et on laisse de côté toute réflexion sur le fond qui permettrait d'avoir une architecture régionale dans laquelle, évidemment, la question iranienne pourrait être posée en termes, à nouveau, d'une négociation par rapport au nucléaire, et on pourrait sortir de là. Mais aucun des acteurs aujourd'hui n'en parle, et ceux qui en parlent, je parle de la France ou de l'Arabie Saoudite, sont pas en capacité d'imposer, quoi. On est complètement subjugué par cette hubris d'un personnage que je crois profondément dangereux, parce que qu'est-ce qui va laisser... Je reviens à mon idée, juste d'un mot, je ne veux pas être trop long, mais à mon idée du jour d'après. Il ne pense pas le jour d'après. C'est terrible. Donc, aucun des sujets qu'il a abordés, il ne pense le jour d'après. Or, si vous ne pensez pas au jour d'après, vous cognez, so what ? Qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe après qu'il y a déstabilisation, forcément. Et s'il y a déstabilisation, il y a forcément des réactions multiples, etc. Et c'est vrai pour l'ensemble des dossiers qu'on a évoqués, que ce soit la Palestine, que ce soit le Liban, et bien entendu la question iranienne. Si on n'aborde pas la question iranienne autrement que par un pur rapport de force, je crains que la répression continue, que les Iraniens soient les premiers... impactés, ils le sont, et depuis des années. Il y a eu les premières révoltes en 2019, vous vous rappelez celles de 2022, qui sont peut-être de nature un peu différente, mais enfin, depuis 2019, on peut dire que ça rebondit, et ça va continuer, bien entendu, et que la répression va... Donc, on est dans cet entremêlement d'une incapacité à penser le régime, de la situation intérieure, parce qu'on n'a pas de relais, et puis cette situation internationale qui nous échappe complètement, parce que c'est, au fond, conduit par deux personnages qui font ce qu'ils veulent, et il est possible qu'il y ait une attaque sur l'Iran, une nouvelle attaque israélienne. C'est tout à fait envisageable, malheureusement. Et les gesticulations guerrières de Trump sont à prendre au sérieux. Quand il dit qu'il va peut-être intervenir, il va intervenir, so what ? Qu'est-ce que ça veut donner ? Oui, on est vraiment dans une... Moi, je trouve qu'on est entré dans une séquence depuis un long moment maintenant, sur lesquels on ne peut rien construire. Et quand on ne peut rien construire, eh bien, il est évident que tout est possible, y compris le pire, quoi. Donc c'est pour ça que moi, je crois qu'il faut qu'on ait la capacité de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, pour se dire, qu'est-ce qu'on pourrait penser autrement que simplement cette brutalité très simpliste, et qui ne peut conduire qu'à des souffrances de tout le monde. Oui. Maintenant, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est quelque chose qui est d'ailleurs assez fort dans la région aujourd'hui, quand on s'adresse notamment à de nombreux diplomates, et notamment diplomates arabes du Golfe. Aujourd'hui, leur principale crainte, et d'ailleurs ça a été dit récemment par l'ancien chef du renseignement saoudien Turki Al-Faisal lors d'une conférence, le principal pays qui est considéré comme une menace aujourd'hui par l'Arabie Saoudite, plus grand pays sunnite arabe de la région, c'est Israël, ce n'est pas l'Iran, alors que justement, en tout cas c'est l'hégémonie militaire israélienne, alors que l'Iran et l'Arabie Saoudite par le passé, avant on va dire 2015, étaient considérés comme les deux plus grands ennemis de la région. Et d'ailleurs, ce qui a d'ailleurs favorisé la reprise des relations entre les deux pays. Maintenant, autant... Et je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Les interventions sans limite d'Israël à Gaza, au Liban et même en Syrie, où Israël continue à bombarder ponctuellement ici ou là et à la maîtrise totale de l'espace aérien, créer de nombreuses frustrations au sein des populations sur place, qui d'ailleurs font le lit de la République islamique d'Iran depuis 47 ans, parce que c'est justement sur ces injustices, ces discriminations que
et cette cause palestinienne, voire arabe, abandonnée par un grand nombre de pays arabes du Golfe ou pays arabes faillis, qui a surfé la République islamique pour reprendre un peu le flambeau de la résistance ou pseudo-résistance contre Israël. Maintenant, il ne faut pas oublier et ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais on va dire les évolutions inhérentes à la société iranienne et à notamment l'évolution du régime depuis 1979. C'est quand même dingue, mais c'est une réalité. Moi-même, à chaque fois que je me rends sur place, je trouve ça assez dingue. Mais la question du nucléaire iranien, je vous ai moi-même dit que l'Iran a été sanctionné de plus de 1500 sanctions américaines pour un accord qu'il respectait. Mais quand on allait sur place en Iran, parler aux Iraniens en tant qu'Européens, et qu'on était un peu limite désolé parce que ces sanctions étaient injustes et que c'est la population qui payait le premier prix, on aurait été en droit de s'attendre à des, franchement, morts aux États-Unis, morts à l'Occident. Et non, les Iraniens, plus les États-Unis feront pression au niveau économique sur l'Iran et sur les Iraniens, plus les Iraniens en veulent au régime. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de 47 ans de gouvernance sans partage d'un régime ultra-conservateur qui a toujours refusé la moindre réforme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Iran, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait un changement de régime, pas du tout. Au contraire, moi, je suis de votre avis et ça ne pourrait que déstabiliser encore davantage. Et d'ailleurs, même les prisonniers iraniens qui sont en prison, d'ailleurs que j'ai interviewé récemment pour le Point, Mostafa Tajadeh disait que quand bien même un grand nombre d'Iraniens n'étaient pas forcément défavorables à l'idée d'un renversement, en tout cas d'une intervention de l'extérieur, ça ne pourrait provoquer que davantage de répression en intérieur, voire un coup d'État d'un régime qui sera encore plus répressif. Maintenant... Un coup d'État de qui ? Des gardiens de la Révolution. En tout cas, d'une faction des gardiens de la Révolution. Ceux qui ont les armes, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'économie. Ça ne pourrait être que, pour l'instant, en tout cas, de ce que je vois. Mais les Iraniens, comme je vous dis, cette anomalie et ce contre-exemple iranien par rapport à l'ensemble du monde arabo-musulman, même si les Iraniens sont perses, mais en tout cas, on va dire le monde musulman, c'est que les Iraniens, ils ont une telle haine vis-à-vis de ce régime. Ce régime les a privés de liberté, on l'a vu au cours de toutes ces années, les a emprisonnés, les a massacrés, en prison, dans la rue. Et ce qui lui restait à ce régime, c'était quoi ? C'était la stabilité, le fait qu'il empêchait depuis la fin de la guerre Iran-Irak la moindre intervention étrangère. Et ça a foiré avec la guerre israélienne. On a vu que quand même les limites de la défense antiaérienne iranienne, le ciel iranien était complètement aux mains de l'aviation et des F-35 israéliens. Et il restait quoi ? Une situation économique, on va dire difficile, mais pas totalement en banqueroute. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive, d'ailleurs, du fait de la combinaison des sanctions et de la gabegie gouvernementale. Ce que je veux dire par là, c'est que un grand nombre d'Iraniens ont tout perdu, ont une haine viscérale vis-à-vis du régime, et ce qu'ils voient avant tout au-dessus de leur tête, c'est un régime des mollahs qui ne part pas. Je ne dis pas que ça veut dire que Reza Pahlavi doit arriver en trône américain, en avion israélien, en arrivant à l'aéroport Imam Khomeini de Téhéran en grand sauveur, mais qu'aujourd'hui, les Iraniens, en fait, n'ont que faire de ce qui se passe, de toutes les évolutions de la région. L'histoire gazaoui qui a beaucoup choqué dans le monde arabe, la répression, on va dire les massacres israéliens, en Iran, ils s'en foutent d'ailleurs. C'est pas un hasard si dans les premières manifestations, au lendemain de la grève du bazar, le 29 décembre dernier, on a entendu quoi ? Ni Gaza, ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran. C'est vraiment un slogan extrêmement intéressant qui en fait vient dénoncer en fait tous les milliards de dollars qui ont été dépensés en 47 ans par le régime pour soutenir la cause palestinienne et soi-disant pour défendre le régime et la révolution et qui s'est retourné contre lui parce qu'il ne peut strictement rien faire face à Israël. Donc je pense qu'il faut prendre toutes ces spécificités en compte maintenant, et qui peuvent d'ailleurs ce désespoir, qui peuvent expliquer certains slogans pro-Pahlavi qu'on entend. Quand je parle justement à ces royalistes, ils me disent « Mais qu'est-ce qu'on fait, nous ? Parler comme ça, on me dirait « Oui, l'Iran, sur le court terme, ça va aller très mal, mais le moyen terme, le long, ça sera radieux parce que c'est un pays qui est en train de se désislamiser au niveau de sa société. C'est un pays riche, avec une grande culture, civilisation, comme ça. Mais demain, au mois de février, si je suis iranien, qu'est-ce que je fais ? Ça va être un enfer. Avec des mollahs qui d'ailleurs... Le seul, on va dire, la seule réussite des Iraniens, et notamment des Iraniennes, et c'est remarquable dans l'ensemble d'ailleurs du monde arabo-musulman, et même dans l'ensemble des mouvements de contestation, c'est que les Iraniennes ont réussi, via leur mouvement Femmes, Vie, Liberté, à imposer aux mollahs, donc c'est quelque chose qui vient du bas vers le haut, le retrait du port du voile qui reste obligatoire. Pardon, j'ai failli casser la table. Qui reste obligatoire, mais les mollahs ont été obligés
de céder parce qu'il y avait un risque sécuritaire de nouvelles révoltes. Si bien qu'aujourd'hui, dans les grandes villes du pays, le voile n'est plus porté par les femmes. C'est quand même sans précédent. Mais, à côté de ça, tout le reste est vraiment une situation de profond désespoir qui explique que la moindre étincelle en Iran, et la dernière étant cette envolée du prix du dollar, ne peut servir que de fuel, si je puis dire, à ce que des mouvements de contestation éclatent. Et aujourd'hui, certains, moi je peux parler à un ancien diplomate iranien aujourd'hui qui est plutôt proche de la mouvance pahlavistes, qui disait aujourd'hui, et c'était intéressant en tout cas, pas dire qu'il avait raison, mais que pour la première fois, on a de l'histoire de la République islamique un président américain qui menace le régime de frappe, non pas pour le nucléaire, non pas pour le balistique, non pas pour le soutien de l'Iran au terrorisme ou au proxy dans la région, pour la répression. Et ça, c'est du jamais vu. Oui, Vous faites ses intentions tout de même, Jean-Paul. Oui, si vous voulez, moi, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la population, évidemment, qui souffre. Mais il faut arrêter vraiment avec l'idée que, comment vous appelez, Donald Trump, que Donald Trump est en train de se battre pour les populations de ces différents pays. J'y crois pas une seconde. Et j'y crois pas non plus. Mais il faut arrêter d'évoquer ça. Non, mais dans la focalisation iranienne, dans la tête d'un Iranien... J'étais dans une émission il n'y a pas très longtemps où on disait, mais en fait, pensez au peuple vénézuélien, c'est formidable ce qu'il a fait. Enfin, lui-même dit « j'y vais pour le pétrole ». Et pour l'Iran, c'est la même chose. Il n'a que faire, malheureusement, des Iraniens, je veux dire. Et une fois encore, il y a vraiment une incapacité à penser le jour d'après. Donc, et je pense que le courage des... Moi, comme je vous disais, j'étais par visio avec des étudiants iraniens il y a quelques semaines, et je sentais bien... Enfin, ils ne pouvaient pas dire beaucoup de choses, évidemment, puisqu'on était en visio, donc ça devait être plus ou moins contrôlé. Mais en tout cas, ces non-dits étaient très clairs, et qu'ils avaient envie de vivre, quoi, au sens le plus global du terme, et que les conditions sont épouvantables. Là-dessus, il n'y a pas de question. Et que ce régime est abominable, il n'y a pas de question non plus. Bon, mais si je me replace sur le plan international, la façon dont on s'y prend globalement, c'est qu'au fond, on va vers davantage de désastres, quoi, parce qu'on ne veut pas penser politique. Et mon propos ne serait que de la superficialité, enfin, il l'est quand même, sans doute, s'il n'y avait pas une réalité politique qui s'est posée aux Nations Unies. C'est-à-dire que je suis en train simplement de défendre un document qui a été adopté par 147 États à l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est-à-dire ce document qui part de Gaza, mais qui va sur toute la région, donne un chemin qui est le chemin de la négociation, le chemin, comme je le disais tout à l'heure, de compromis. Un chemin raisonnable, en tout cas. Comment ? Un chemin raisonnable, en tout cas. Oui, et puis avec un calendrier. C'est pas simplement, il y a en 18 mois, on ferait, etc. Bon, et dans lequel on insère l'Iran, voilà, et c'est un chemin. Or, ce qui est intéressant, c'est que ce chemin, rappelons un peu les quelques faits concrets. Ça, c'était en septembre 2025, aux Nations Unies, à l'initiative donc de la France et de l'Arabie Saoudite, qui ne veut que la stabilité, et en particulier pour les grands projets du prince bien sûr. Salman. Et aujourd'hui, ce qui dérange, c'est moins l'Iran, avec lequel il a normalisé ses relations, qu'Israël. Donc, même s'ils sont satisfaits quand même à mots couverts de l'affaiblissement de l'Iran, bien entendu, c'est bien fait pour ta gueule. Et du Hezbollah et du Hamas, évidemment, on est bien d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, donc il y a ce texte, mais il y a un autre texte qui est arrivé quelques semaines après, qui s'appelle le plan Trump. Or, le plan Trump, si vous comparez les deux textes, c'est assez hallucinant. D'un côté, il y a celui qui pose des bases d'une vision du jour d'après fondée sur le droit international et le respect des droits des uns et des autres. Et puis, il y a le plan Trump qui ne parle que de Gaza, qui veut en fait veut un conseil de la paix qui aboutit à une tutelle sur Gaza, et basta, c'est tout. C'est-à-dire qu'il ne va pas plus loin. Et qu'est-ce qui a pris le pas entre ce texte de Trump et le document que j'évoque, qui est à mon avis le bon document, d'un côté l'Assemblée Générale des Nations Unies, d'autre part Donald Trump. Au Conseil de sécurité, on en a fait une résolution, vous la connaissez. Oui. Et qu'est-ce que dit cette résolution ? Elle reprend presque mot à mot le plan Trump. Et vous avez des formulations dans la résolution du Conseil de sécurité, qui est extraordinaire. Il y a à un moment donné, un des points de la résolution que je n'avais jamais vu, où on a le Conseil de sécurité croit savoir que Gaza sera... Voilà, croit savoir. C'est-à-dire qu'il reprend Trump, le plan de Trump, et sans avoir, en fait, savoir ce qui va se passer, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que
malheureusement, Trump et les États-Unis ont mis la main sur les Nations Unies aussi. Et donc, ils écrasent le droit. Et qu'on est dans une séquence qui est sans issue aujourd'hui. Il faut arrêter de... Bien sûr, mais M. Chanulo, alors c'est bizarre, c'est bizarre que je me mette dans cette position, mais, parce que je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais aujourd'hui, comment peut-on encore parler de droit international au lendemain de la capture du président Maduro, tout dictateur soit-il, au lendemain de la guerre Israël-Iran, où il y en a quand même des sites nucléaires qui ont été bombardés par une aviation, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, au lendemain des attaques chimiques de Bachar el-Assad contre sa propre population, au lendemain même de l'annexion du Donbass, l'invasion du Donbass en 2014, ça fait quand même un certain nombre d'années. Et c'est vraiment à ma grande déception, hein, on est d'accord que les questions internationales, et notamment depuis l'arrivée de Trump à un premier mandat en 2016, qu'il est complètement piétiné. Alors, sur le plan de Gaza de Trump, il y a quand même eu certains éléments, notamment sur le gouvernement intérimaire palestinien fait de technocrates, qui a été repris, la police palestinienne qui serait en charge. C'est pas un gouvernement, c'est un comité. Un comité, pardon, le comité social. Le gouvernement, c'est le Conseil de la paix dirigé par Trump. Mais ce que je veux dire par là, il y a quand même des éléments, les diplomates ont quand même des éléments, même si on est aujourd'hui sous une tutelle de Gaza, on est d'accord. On était dans un jeu où il fallait intégrer la déclaration de New York, c'est le texte dont je parlais, dans le plan de Trump. Mais l'essentiel... Mais M. Chanulo, si demain il venait à l'idée de Donald Trump, on ne sait pas, on ne sait jamais. Il se félicitait en juin dernier d'avoir sauvé la tête de l'ayatollah Khamenei en disant il voulait, par des Israéliens, l'abattre, je l'en ai empêché, donc Netanyahou, d'éliminer Khamenei. Si demain ça arrivait en Iran, la France, l'Arabie Saoudite, personne ne ferait rien. Il n'y aura même pas de réaction. Lorsque l'Iran a été attaqué, lorsque les sites nucléaires ont été bombardés au départ, Emmanuel Macron, son communiqué était en défense d'Israël. Ce que je veux dire par là, c'est que... Mais pas celui de Barrot, pas celui de Barrot. Et du coup, il a rejoint le communiqué de Barrot 3 jours après. Barrot, le ministère des Affaires étrangères. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, ce que vous dites, j'ai l'impression que on a, et c'est malheureux parce que sans justice, sans droit, on n'a plus de règles et on a justement des catastrophes pour les jours d'après. Mais malheureusement, aujourd'hui, et notamment au Moyen-Orient, on ne peut plus parler de droit international pour la simple et bonne raison que de toute façon, aujourd'hui, les populations arabes et iraniennes, enfin les dirigeants arabes et iraniens nous rient au nez quand on leur parle de droit international. Bien sûr. Alors moi, je voudrais, si on fait le constat que vous venez de faire, il n'y a pas de question, c'est un constat parfaitement réaliste. Mais si on se procède dans le jour d'après, ça voudrait dire que c'est terminé tout le système international mis en place en 1945, sur tous les plans, humanitaire, enfin le droit humanitaire, droit international, CPI, etc. Tout ça, c'est terminé. Et on repart vers la loi de la jungle qui va nous emmener dans des catastrophes et dans des souffrances multiples. Bon. Et par conséquent, si en ce moment précisément, on ne dit pas que le droit international, c'est le bien commun de l'humanité et qu'il faut continuer à se battre pour ça, eh bien, on est fichu pour de longues périodes, toute une génération, dans beaucoup d'endroits, où ça sera vraiment que le rapport de force. On va voir ce que ça va donner avec le Groenland, par exemple. Bon, ça, c'est une première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que le droit, c'est une vieille formule de Hobbes, les conventions sans l'épée, c'est du vent. C'était déjà dit au XVIe siècle par Hobbes. C'est toujours vrai. Les conventions, le droit sans l'épée, sans la force, ça n'a pas de sens. Si le droit a de l'importance dans un pays, dans un état de droit, c'est parce que derrière, il y a la police, il y a la justice, il y a les moyens d'imposer. En d'autres termes, que si les différents dirigeants, notamment européens, français, mais pas seulement, n'établissent pas un rapport de force pour dire non, il ne faut pas que ça se passe comme ça, prennent des risques, et ne soit pas dans le renoncement, eh bien, effectivement, on est parti pour une génération terrible, je veux dire, avec tout ce que ça implique. Donc, moi, quand je dis il faut le droit international, j'ajoute aussitôt, il faut donc qu'on établisse un rapport de force qui soit capable de soutenir le droit international, et pas dire, il a raison, on attend... Mais comment faire pour établir un rapport de force ? Parce que quand vous parlez aux Iraniens, c'est intéressant sur le nucléaire, les négociations qui ont failli reprendre après la guerre, ce que disent les responsables iraniens, d'ailleurs ceux qui étaient de passage à Paris, ils racontaient que, en fait, la France était ouverte à la discussion, à la négociation, sauf qu'elle n'était pas en mesure de ce qu'on dit en anglais, qu'on appelle en anglais to deliver. C'est-à-dire que les cartes sont entre les mains des Américains et aujourd'hui, les Américains ne veulent pas négocier. Ce qui est plus dramatique pour moi encore que ce qu'on vit
par rapport au droit international, c'est-à-dire son effondrement, que je considère comme étant provisoire, conjoncturel et pas définitif. Ce qui est encore plus grave pour moi, c'est l'effondrement géopolitique de l'Union européenne. Elle n'existe plus, elle a disparu, elle n'ose plus rien. La dernière intervention de Callas sur le Venezuela a été une formule absolument surréaliste, presque humoristique si on était dans d'autres temps, moins dramatique, où elle appelle les partis à la retenue, alors qu'il a envoyé des milliers d'hommes, un porte-avions le plus important du monde, etc. Donc c'était totalement décalé, quoi. Donc s'il n'y a pas justement des hommes politiques qui prennent leurs responsabilités pour dire que non, commencer par les mots, parce que les mots, ça a un sens, et dire non. Je veux dire, si on est dans le renoncement, eh bien c'est terminé pour longtemps. Donc le rapport de force, si on prend l'exemple de Gaza, si on n'a pas rapport de force avec Israël pour imposer la mise en place la deuxième phase du plan, eh bien, il n'y en aura pas. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et donc, voilà, on est dans cette phase. Et qui peut s'opposer ? Alors, il y a la Chine qui joue son rôle. Moi, je ne suis pas chinois, je suis européen. Mais que les Européens osent exister, quoi. Car Trump, c'est une vraie machine politique importante, mais je pense qu'il faut résister à ça. Si on ne résiste pas, eh bien, effectivement, tout ce qu'on a construit pendant des décennies va s'effondrer. Et je suis convaincu qu'il est possible de résister. Voilà le mot important pour moi, résister. C'était le mot de la fin. 19h, passé de 20 secondes. Merci Armin Arifi, merci Jean-Paul Chaniolo, merci à tous les deux, merci d'avoir répondu aux peu de questions du chat et merci de vous être auto-répondu de manière admirable. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le réécouter, le faire découvrir leurs voisins de dortoir, leurs voisines de boudoir, le stream est dispo en replay sur Twitch et sur YouTube, ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr, vous le savez, bien entendu. Le stream est aussi disponible en podcast sur la plateforme de Radio France. On se retrouve peut-être tout à l'heure, si j'ai un petit peu de temps, sur Discord pour parler de la séquence d'aujourd'hui et éventuellement générer d'autres idées pour d'autres streams. Merci aussi à Jérém à la modée qui vous fouette et qui vous lit. J'ai plein de gens à remercier, mais j'ai perdu ma fiche. Pardon. Désolé pour les gens qui sont derrière. Ah, c'est bon, pas. Désolé. Merci à Stéphanie Berlu, merci à Cyril Balta qui nous est revenu. Merci à Steph pour les visuels. Merci aussi au peuple magique qui s'anime derrière la vitre de la régie pour d'un coup de baguette donner du son, du pixel, de la lumière et de la liaison. Merci à André, merci à Alex, merci à Alex aussi. Merci à Cyril, Chérif, Alix, Sacha. Merci à tous. Merci pour aujourd'hui. Merci pour cette belle rentrée ensemble. Nous, on se retrouve jeudi prochain de 17h à 19h, comme tous les jeudis, au même endroit à la même heure, avec certainement de la bonne humeur, mais ce ne sera pas de bonheur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.